j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut qu'on commence. Ok, ça a commencé, vas-y, je pense. C'est sûr qu'on a déjà commencé. Non, là regarde, 17 secondes. Moi j'ai commencé dans ma tête en tout cas. Non, tu vois, ça va un peu dans le rouge, putain. Non, bah déjà commençons en disant l'heure qu'il est, parce que c'est la première fois que j'enregistre un podcast. Louis, quelle heure est-il ? Il est quelle heure ? Il est bientôt 1h du mat, mais j'aimerais bien qu'on ait l'heure précise pour savoir, putain, minuit. Attends, non, mais je l'ai là. Il est Chers auditeurs, minuit 51. Oh, ça va. Là, les gens ils écoutent, ils font ça va, c'est bon. Bah ouais, mais c'est juste pour. J'ai jamais enregistré en nocturne déjà. Et puis, et puis là, on enregistre après un plateau commun on vient de jouer ensemble. Oui, c'était pas mon heure de gloire. Comment c'était ce plateau, Adrien ? On était au Paname à 22h30 un lundi. Parce que là, on est lundi. Sachez qu'on est lundi, minuit 51. Les Bleus jouent dans 20h la demi-finale de la Coupe du Monde. Moi, je vais utiliser toute mon énergie pour ne pas penser à ça pendant le podcast. Il y a des veines qui sortent là. Je suis stressé, mais je vais faire abstraction, car nous sommes en enregistrement de Café Holo 7 nocturne pour la première fois. Et du coup, oui, on a partagé un plateau. Bon, alors, un lundi 22h30, c'est comment ? Les gens ne savent pas. Faut bien comprendre, c'est que là, pour l'instant, en ce moment, on joue tous les soirs. Donc, il y a tous les soirs, tu joues au même endroit et c'est un endroit qui a 6 spectacles par jour. En gros, il y en a un qui va être bien dans la journée, mais parfois, c'est pas toi qui es dessus. Voilà. Donc, hier, c'était mortel, 21h15 au Paname. Gros public, on était bien, tout le monde a ri. Et bon, bah, tu sais, moi, je le sentais un peu. Souvent, quand c'est comme ça, le lendemain, tu sais que ça va pas être aussi bien. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui était censé passer en premier qui n'a pas voulu parce qu'il s'est un peu chié dessus. Donc, il m'a demandé, j'ai dit ok, donc je suis passé en premier. Il y a plein de gens qui sont arrivés pendant que je jouais qui étaient en retard. C'est vrai ça. C'est dur à gérer ça quand les gens rentrent. Hein. Bah, j'avais plus un rôle de deuxième chauffeur de salle. Ouais. Puis quand je suis parti au moment où les gens étaient chauds quoi. Ça allait. Hein. J'aurais pu rester, faire plus de blagues, mais j'ai fait bon. Parce que c'est quand même étonnant de se dire qu'un lundi à 22h30, on a quand même 40-45 personnes au Paname quoi. Entrée gratuite avec chapeau, je pense que c'est un système qui marche bien. Hein. Ouais. Non, mais non, c'était un soir où honnêtement, je suis bien content que personne soit venu me voir ce soir-là, tu vois. Où t'es des potes ou même je sais pas des gens du business où il y a des soirs où c'est mortel, des soirs où tu cachetonnes, tu fais ton truc et c'est dommage, on devrait pas dire ça de notre métier, ça devrait toujours être une passion, mais je crois qu'il faut admettre que si c'est tous les jours, il y a des jours où tu t'en bats un peu les couilles. Et mais c'est aussi parce que je sais que je crois que je m'en bats jamais les couilles, mais c'est plus une question de pilotage automatique, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des jours vraiment où mon texte, je vais le sortir vraiment blablabla parce que c'est le 3e plateau du week-end et que t'es fatigué et que tu peux faire ça pendant un certain temps et te rendre compte que tu le fais. Ouais, des fois, ça m'est arrivé. Et c'est un peu ça que j'ai fait ce soir. J'étais en pilote automatique un peu parce que voilà, puis j'ai senti que ça marchait pas. Je t'ai vu faire des vieilles blagues. C'est ça qui a marché malheureusement. Ouais. C'est un peu ça qui est triste, c'est comme ça que je les ai récupérés. On veut le vieux Adrien. Ils savent pas, ils connaissent pas. Hein. C'est tout ce qui est un peu. C'est-à-dire que j'ai des histoires où je raconte que par exemple le dernier truc que j'ai fait à la fin c'était je raconte que j'ai envoyé une photo de mes boules à ma mère parce que elle est médecin. Dis-le parce que tout de suite. Il se trouve qu'elle est médecin et que j'avais notifié un truc un peu étrange pendant que je prenais une douche. Je lui ai demandé ce que c'était, si elle pensait que c'était un truc dangereux, un éventuel cancer ou quelque chose quoi. Et c'est vrai que ces histoires-là, disons que si tu l'écris bien, c'est plus marrant parce que le point de départ est déjà assez drôle et puis c'est un peu plus compliqué quand tu essaies de parler de, je sais pas, c'est juste des c'est des sitcoms qui sont évidentes et d'autres qui le sont pas. J'ai un truc où je raconte que je me suis pris un doigt dans le cul dans le métro. J'ai des trucs que je trouve mieux, mais ça qui feront pas forcément rire autant parce que si je veux parler de religion, il y a des soirs ils seront pas chauds, il y a des soirs ils seront chauds. Une histoire où un gars se prend un doigt dans le cul dans le métro. Pour que ça marche pas. C'est drôle à toute heure et à chaque jour. Le doigt dans le cul. Ce qu'on en retiendra, c'est que le doigt dans le cul dans le métro, c'est drôle à toute heure et chaque jour de la semaine. Il y a des soirs où ça marche pas, mais je pense que c'est parce que c'est vraiment juste tu trouves ça vulgaire quoi. Mais c'est très récent pour moi parce que ça m'est arrivé. Donc tu trouves ma vie vulgaire. C'est très énervant. C'est vrai qu'il y a de ça parce que quand on raconte un vrai truc qui est arrivé et que les gens ils il est où des proches, il dit cul. Écoute, et le pire c'est que c'est comme ça qu'ils parlent dans la vraie vie, mais bizarrement comme on est sur scène on va dire autre chose. Je me suis fait doigter dans le métro. La vie à Paris est une et des fois tu dis les gens font on n'a pas payé pour voir ça, déjà t'as pas payé. Pas encore. Un jour ça vaudra des milliers d'euros cette place. Mais en tout cas toi parce que moi je crois que j'ai pas vu ton passage. Alors moi t'en es sûr quoi du coup. Mais non en gros bah oui t'étais en train de fumer une clope en haut, c'est normal. Moi je suis passé en 3e
Et j'avais pas joué depuis 3 jours. C'est rare qu'il y ait un gap de 3 jours. J'étais à un mariage dans le Berry ce week-end. Et du coup, j'ai joué vendredi, j'ai pas joué samedi, j'ai pas joué dimanche. Dans 2 jours, enfin 2 Tu sais, soirs pour les off. gens qui font pas de stand-up, c'est un truc de ouf ce que tu racontes. Oh, ça fait 3 jours que j'ai pas travaillé. C'est vrai, Je peux c'est plus vrai. travailler. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un petit C'est vrai que tu côté- perds la main vite. Enfin, t'as l'impression que tu perds la main, c'est pas forcément vrai. Il y avait le discours des témoins au mariage et ils avaient un micro dans la main. Et tu sais, j'étais en mode ah putain, il y a 120 personnes, il y a un micro, il y a une audience. Mais t'aurais Mais- pu faire un discours, hein. Non, bah non, j'étais pas assez proche et je veux pas non plus être le pote, enfin tu sais, le stand-upper de service qui peut pas s'empêcher. tu sais, genre- venu. non, je leur ai dit je joue pas si je suis pas payé. Voilà ce que je leur ai répondu. Excellente réponse. Bah oui. Enfin non, en plus c'est pas parce que je fais des plateaux non payés Oui, parfois, on dit mais pas ça tous les jours. mais c'est vrai que non, je voulais pas. Mais donc du coup, j'avais pas joué depuis 2 jours et du coup, j'étais content et du coup, c'était plutôt une scène de. J'ai quand même réussi à faire une nouvelle blague, mais sinon, c'est une scène un peu en pas pilotage automatique. Combien de clés passent partout? Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, une blague par une blague, c'est déjà important. C'est comme ça que je travaille personnellement. Mais du coup, ouais, non, c'était un passage correct, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, j'ai fait mon travail. Ça, c'est comme c'est quotidien, il y a vraiment des soirs où c'est médiocre et t'es pas censé Mais ça, toujours c'est rentrer marrant, dans j'en ai- oh mon dieu, c'était pas génial. J'en ai parlé à des gens justement au mariage que j'avais pas eu depuis longtemps et tu parles un peu de ta vie et en fait les gens arrivent pas à comprendre, il faut leur parler, après ils comprennent mais sur le moment ils pensent que comme tu fais ça tu kiffes tous les jours parce que t'es humoriste enfin ou en tout Ouais. cas tu fais du stand-up Ça, et que c'est c'est chiant. ouf et je suis obligé de leur dire bah les gars il y a vraiment je kiffe fort un jour sur 3, je kiffe en général un peu tout le temps mais c'est juste aussi l'acceptation froide de ma condition de mec qui Ouais, tu viens mettre le doigt sur un des gros problèmes. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'humoristes qui ont ça, s'ils font ça vraiment très régulièrement et que ça peut être fatigant. Des fois, c'est que les gens te demandent ce que tu fais ou ils savent déjà. Ouais. Mais quand tu leur dis humoriste, en fait, pour les gens, c'est vachement intéressant, c'est super fascinant et c'est tout à fait. C'est normal. Mais toi, comme tu fais ça tous les jours, tu peux pas être fasciné. Du coup, tu matches pas leur enthousiasme. Ouais, c'est Et vrai. ils sont très déçus à chaque fois. Ouais, c'est vrai, c'est Parce que, drôle. c'est génial, t'es là, genre toi, t'as joué 15 fois dans la semaine, t'es blasé, t'es pas censé être blasé d'un truc qui est à la base est cool, mais t'es obligé de Non, leur et puis, expliquer, ouais. blasé, enfin je pense pas être blasé. Enfin, c'est genre, tu vois l'envers C'est du mon décor. donc tu quotidien sais, quoi. Ouais, Oui, c'est ça, ça devient un quotidien et je sais ce qu'il faut pour être bon et je sais que pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup, enfin si, venez me voir quand même sur scène, putain, c'est essentiel, mais en vrai, Ah, c'est de la promo qu'on fait là. Ok, d'accord. Venez voir Louis Dubourg. en vrai, tu sais, tu dis que c'est la promo qu'on fait. J'ai réussi à te faire l'histoire d'un beat que tu venais de faire sur scène. Je me suis senti C'est vrai. Jimmy Fallon au Tonight Show qui fait faire le passage d'un mec quand il vient présenter son special, quoi. Je t'avais dit qu'il fallait m'inviter plus souvent. J'ai plein de trucs à raconter. Parce que ça oui, il faut en parler aussi quand même. Adrien, premier invité de l'histoire Ouais. d'un café au Losset. Historique. Et du coup, là, je me suis dit, je pense qu'il faut que je les réinvite parce Si, que je crois que je les ken. je lui ai quand même fait parler de Trump pendant 30 minutes. À l'époque, j'étais pas sûr de pouvoir avoir des sujets de conversation. Et du coup, je t'ai fait parler de Trump pendant 30 minutes. Et du coup, on n'a pas fait un podcast d'un café au Losset classique, entre guillemets. Enfin, pas classique, ça va, la forme va changer. Mais du coup, je suis content que tu reviennes quand même. Ah, ça fait trop plaisir. Premier épisode et 45e épisode. C'est quand même un peu un chiffre rond. Voilà. 45e. Ça sera le 45e, ouais. Ça fait presque un an que t'as commencé. Pas. Ouais. Il y a un anniversaire ou pas? Tu fais un truc? Bah, en gros, je sais pas si je vais tenir au mois d'août. J'aurais aimé faire 52 semaines, 52 épisodes. Je pense que je vais essayer de m'y tenir, mais je pars 2 semaines en août. Du coup, il faudrait que j'enregistre un épisode en avance. Je sais pas si c'est intéressant ce que je dis là. C'est les affres du diffuseur indépendant. Les aléas. Les aléas. Qu'allons-nous devenir? Je dois partir en vacances, frère. Non, mais j'aimerais bien qu'il y ait 52 semaines, 52 épisodes en vrai. Mais bon, on va voir comment je vais gérer ça. Je crois beaucoup en toi. Et du coup, j'enregistre aussi un épisode le soir parce que je sais que effectivement la nuit c'est plus ton élément que la journée. Quoi. un oiseau. En vrai, hein. Il y a un truc dans le soir qui m'a toujours attiré, même quand j'étais petit, en fait. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, même. Mais t'étais obligé d'aller te coucher quand t'étais jeune. Il y a un. Comment expliquer Quand les parents divorcent. Ah oui, ok. Non, en gros, il y a un moment où, vers 10-11 ans, j'avais plus de couvre-feu, quoi. Ok. Et oui, c'est jeune quand même pour plus avoir de couvre-feu. j'avais quand même le réveil du matin. C'est-à-dire que c'est pas complètement fou. Je savais qu'il fallait que je me réveille à l'école. Je pouvais pas ne pas aller à l'école. C'est pas non plus à ce point-là. On s'en bat les couilles. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours attiré là-dedans. Et je sais pas exactement ce que. Il y a quelque chose de très calme et de très paisible et de. Il y a moins de gens. Ouais, surtout si t'es dans des métiers où tu dois essayer de créer des trucs ou écrire, réaliser, faire de la musique, c'est quand même un moment où il y a le moins de distraction. C'est vers 2-3 heures du matin, quoi. Tu vois. Il y a des gens qui sont quand même adeptes de je fais du 8h du soir. Mais j'écris l'après-midi aussi.
Ok. Mais je me sens mieux le soir en tant que, tu sais, dans ma... Ouais, créativement. Puis même en tant que personne, je peux être en panique l'après-midi. Ouais, c'est vrai. Souvent, s'il y a de la dépression dans la journée, elle est pas vraiment le soir, la nuit. Ok. Même si je suis tout seul et tout, elle va plus être vers 18h ou tu sais, ou je sais pas, t'as l'impression que c'est une heure où les gens vivent et pas comme toi, et tu dis c'est bizarre. Et Ok. c'est peut-être la lumière tu sais, la lumière du ciel aussi, je sais pas. je sais pas. J'essaie de comprendre depuis 20 ans ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais, le soir c'est très. C'est tes années gothiques qui reviennent. Non, mais tu sais, il y a des émissions de radio de nuit où il y a c'est toujours une vrai. ambiance un peu différente, comme ça, Macha Merrill qui Et parle. les émissions de nuit avec un pote, on avait voulu à un moment donné lancer une émission de nuit. C'est vrai que les émissions de nuit, c'est assez, c'est assez marrant. Ouais, et puis. J'aime pas les gens qui s'auto-définissent comme introvertis parce que je trouve que c'est un peu une excuse ou un truc. Enfin, ça peut faire un peu genre. Mais je pense que moi j'aime bien parler des fois, puis des fois j'aime pas. Et puis le fait de pouvoir équilibrer ça, c'est vrai que le soir c'est souvent le moment où on me fout un peu la paix, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai. J'ai presque envie d'en profiter. Genre je vais pas me coucher. Je vais profiter du fait qu'on casse pas les couilles. Putain, personne. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Pas de notification, pas de coup de téléphone la vrai, nuit. exact. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Et voilà, donc c'est ça qui m'attire dans. Et puis non, mais ouais, le fait est que. J'ai aussi vécu comme un loser après le bac et que je suis assez habitué à me lever tard. C'est quoi vivre comme un loser? Non, bah, c'est disons que ça fait très très longtemps que je me couche très tard et que je me réveille. Enfin, je me couche à 4h, je me réveille à midi en gros, quoi. Oui, dans la moyenne. Oui, ok. Et T'as tes 8 heures de sommeil quand même. non, bah, ça c'est justement, c'est un calcul que j'ai fait, mais aujourd'hui j'ai que 6 heures, mec, c'était horrible. Ok, mais le fait est. Ouais, non, mais ça c'est quand même un avantage. C'est que moi, quand je me couche, je mets mon réveil 7-8 heures plus tard. Enfin, on peut dormir plus tard, quoi. Il faut savoir en profiter. Je peux même décider de. Vas-y, on se réveille quand on se réveille, tu vois. Ouais, ça, je sais pas. Tu sais que ça, c'est un vrai truc. Je ne me suis jamais endormi depuis mes 12 ans sans mettre un réveil. Même le week-end, si je me couche tard, je me réveille à 13h, quoi. Mais j'ai trop de culpabilité sinon. Bah, je sais pas ce qui se passe. Il y a Paul de Chavannes qui m'a dit récemment, c'est la peur de la mort. Il m'a dit, t'as peur de pas te réveiller. Et en vrai, ça m'a fait psychoter. Non, t'as peur de te réveiller à 17h et de te sentir comme une grosse merde. C'est C'est vraiment ta ça, en première fait. pensée Non, de la mais- journée, tu commences ta journée sur un regret. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment ça parce que quand Paul m'a dit c'est la peur de la mort, j'ai vraiment passé une soirée à me dire mais C'est Paul Louis, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il t'a dit, est-ce que t'es vraiment quelqu'un qui a peur de ça? Et en vrai, non, c'est juste que j'ai peur de pas me réveiller et que j'aime trop dormir et que du coup il me faut un moment où on me dit allez Louis, c'est maintenant qu'il faut que tu te lèves du lit, quoi. Ouais, je prends des cachets pour ça, moi. Non, mais parce que franchement, Mais l'avantage d'un podcast à cette heure-ci, c'est que finalement, c'est un peu ces conversations-là, on les a non enregistrées tous les soirs dans des C'est bars, vrai. dans des, tu vois, donc autant les enregistrer à ce moment-là quand on a tous un peu bu ou un peu fumé j'en ou un peu joué. parlais avec mes frères tout à l'heure, l'énergie du soir pour enregistrer, elle est marrante. Ouais, en tout cas, Enfin, elle est la marrante, mienne, j'ai la jamais mienne fait va. avant, mais et du coup, donc on a joué ce soir, on a fait du coup du stand-up. Toi, ça c'est un truc dont je voulais te parler aussi. T'as fait 2 voyages récemment pour faire du stand-up à Montréal et à Los Angeles. Et justement, je t'avais pas trop questionné sur ces voyages-là, en sachant que je te réinviterai à un moment donné dans un café au 7. Ça m'intéresse vraiment les motivations déjà de ces voyages. Toi, t'es parti combien de temps à chaque fois? 3 semaines, un mois? Montréal, c'est différent parce qu'en fait, Montréal, c'est l'humour principalement francophone. Ouais. Ça, je suis resté 6 semaines là-bas. 6 semaines. Ouais, puis j'ai joué tous les jours. C'était T'as très réussi à jouer tous les jours. Ouais. Bah, comme t'es français, t'es pas vraiment important dans leur business. Donc, ils ont un comedy club par exemple qui s'appelle Le Bordel, qui est vraiment un. Si tu es booké là-bas, c'est parce que t'es du lourd. Et quand t'es québécois et qu'on te met là-bas, c'est un passage Ok. vers un autre niveau. Ouais, c'est ça. Quand t'es français, ils s'en battent un peu les couilles. T'es en vacances. S'ils savent que t'es drôle, ils te mettent, quoi. Ok. C'est pas important. Ok. Parce qu'ils savent que tu représentes rien dans leur microcosme et leur business. Ok. C'est drôle. Et du coup, ouais, on m'a vraiment fait jouer partout. Ils ont beaucoup de soirées là-bas qui sont dans des bars où tu testes des blagues. Ouais. Et le public sait. Et ça peut ne pas être drôle pendant 2 minutes, mais dès qu'il y a une blague, il va rigoler. C'est-à-dire que tu vas pas forcément les perdre. Ok. Ça, c'est vachement cool. Et puis non, ils ont vraiment tout un. Ce qu'on a un peu, on a ça à Paris. À Paris, il y a tous les soirs, il y a des spectacles dans des bars et il y a des trucs comme ça. Ils ont une version de ça, eux, qui est organisée différemment. Et là, tu pars là-bas, toi, parce que t'as envie de changer de cadre. Bah, c'est aussi pour moi, c'est comme de l'eau stagnante en fait. Si tu bouges pas, tu restes, tu joues tout le temps au même endroit, tu vis au même endroit, même visuellement, tu vois toujours les mêmes choses finalement. Ouais, tu c'est vois, vrai. chez toi, ta salle de bain, les mêmes gens, les mêmes endroits. Je pense que tu te Tu décris la vie de 95% de la population. ouais, je suis en train d'y.
Mais c'est bien de juste s'étirer en fait. Tu sais, Ouais, je genre, vois ce que tu veux dire. tu t'étires comme ça. Parce que finalement, je suis pas allé faire un truc de malade. Je suis venu Non, faire non, le c'est même vrai, c'est truc que je fais. Non, puis partout. 95% c'était abusé, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, je suis changé de venu cadre. faire mon métier, mais dans un autre endroit, juste pour voir comment c'était ailleurs, quoi. Et t'as vu que ça a marché. Oui, et puis c'était cool de voir comment ça marchait. Alors, la mentalité qu'ils ont autour du stand-up qui est un peu différent de la nôtre. Elle est pourquoi différente? C'est tout un. Il y a un podcast à faire entier là-dessus. Je crois que t'as des mecs comme Roman Fressinet qui pourraient expliquer ça mieux que moi parce qu'ils sont restés plus longtemps, mais. Ça fait plus longtemps que ça existe, et en même temps ils prennent ça comme un business très sérieux, donc c'est un mélange de. On a plus une On âme. se prend pas assez au sérieux en France. En fait, se prendre au sérieux, s'il faut le. Ouais. Moi, je prends le stand-up au sérieux, je me prends pas moi-même au sérieux, mais Ouais, je prends je mon travail au sérieux. C'est différentes manières de voir le truc. Ils ont moins d'ego là-bas, mais leur business est très. Ils sont aussi un peu calqués à l'américaine, donc c'est cutthroat. Enfin, tu vois, c'est genre coupe-gorge. On va réussir, puis c'est important. Puis il y a des deals, et puis tout le monde a un manager. Enfin, c'est très carré. Pourquoi très, ils ont des managers et pas nous du coup? Enfin, c'est quoi l'intérêt d'avoir un manager? Je pense qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils veulent pas nous le dire là-bas. Mais si t'as 10%. Non, mais en gros, c'est quoi? Ils gèrent l'administratif, le booking, tout ça, les managers? Ouais, tu peux être booké pas mal. Et en fait, comme nous, en France, ça, je pense que c'est une grosse différence, c'est ils ont pas le statut d'intermittent du spectacle là-bas. Ah oui, c'est vrai. Nous, tu fais 45 one-man shows sur une période de, je sais pas, 9 mois, 10 mois, et tu as un SMIC assuré pour l'année d'après, puis tu continues, tu peux accumuler tout ça. C'est ouf ça. C'est un des privilèges qu'on a en France, et ça marche aussi. Tu sais, t'as C'est des Gad enfants, qui en parlait dans le podcast en disant qu'aux États-Unis, il disait qu'on était ultra. Ils comprennent pas, et même au Canada, même au Québec, ils comprenaient pas. Et tu sais que ça, c'est marrant parce que Jerry Seinfeld, dans le dernier épisode, il a lancé une nouvelle saison de Comedians in Car Getting Coffee. La première, c'est avec Zach Galifianakis, et il pose la question dedans: est-ce que tu peux devenir un bon stand-upper si t'es trop à l'aise financièrement au début? Et ils sont un peu d'accord pour dire que non. Il y a un humoriste afro-américain qui a connu dans le cercle afro-américain du stand-up qui s'appelle Sinbad, qui a la meilleure citation, c'est t'étais plus drôle quand tu prenais le bus. Ouais, c'est ça. Je pense, et j'ai pu observer ça. Tu peux l'observer parfois au Québec, mais ils ont un rapport avec la célébrité qui est un peu différent. Pourquoi? Je pense que c'est un peu plus village en fait. Ouais. T'as pas le droit de te la péter là-bas. On te détruit tout de suite, genre, Okay. puis tu te prends quoi. On c'est pas exactement comme ça chez nous. Non, il y a des différences, des avantages, des inconvénients. Nous, on est beaucoup plus nombreux en France, donc c'est ça qui est attirant dans la France, c'est que ils ont la même surface de territoire, mais il y a 10 fois moins de monde. Oui, c'est vrai. Oui. Ils ont vite fait le tour. Et c'est principalement concentré sur Montréal. C'est juste différent. En fait, moi, ça m'intéresse de voir différentes versions de ce qui existe. Et puis, pour moi, les comics, il y a presque un côté un peu secte, comme les francs-maçons, des trucs comme ça. Moi, quand je suis allé là-bas, j'avais une semaine de spectacle de booké. J'étais venu pour 6 semaines. J'ai envoyé des messages à des gens que j'avais juste croisés une fois ou deux. Ils m'ont tous mis sur leur spectacle. Il y a un côté où on cède, ouais. C'est un peu. Maintenant, je comprends la notion de communauté un peu plus, quoi, tu vois. Ah oui? Ouais. Le côté. Parce qu'on fait la même chose, on va s'aider alors qu'on se connaît pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, la communauté, c'est pas toujours négatif, quoi. Et alors, on arrive à des conclusions. Oui, non, mais en vrai, du coup, là, tu pars au Canada. Et donc déjà 6 semaines où tu as travaillé tous les jours. J'ai vu c'était l'automne, j'ai vu le drop de la saison. T'as vu arriver le froid. Ouais. Je voulais y aller en dehors du festival parce que le festival, c'est un truc où les soirées qui existent le reste de l'année ne sont en pause d'été, et il y a que les spectacles du festival. Beaucoup de Français, c'est en ce moment, des touristes, et puis c'est l'esprit festival. Il y a aussi juste un stand-up, la base du stand-up de là-bas qui est tout le reste de l'année, où ils font des bars, ils font des spectacles, et c'est ça que je voulais voir. Je voulais vraiment m'immerger dans comment ils faisaient là-bas, quoi, parce qu'ils prennent ça bien au sérieux. Les comedy clubs sont vraiment gérés de manière... Tu sais, dans la limite, les serveurs ont des oreillettes et tout. Genre, c'est vachement... Et du coup, ça t'a donné envie d'y aller plus souvent? Disons que j'aimerais beaucoup développer le truc en anglais, mais même si je jouais que en français dans tout mon parcours d'humoriste, je pense que c'est bien de faire des allers-retours. Il y a plein d'humoristes qui font ça. Que ce soit, je sais pas, Roman Fressinet, Sugar Sammy, tous ces mecs-là. C'est vrai. Même Yacine Bellous. C'est bien d'aller à différents endroits. C'est la même manière que sortir de Paris pour jouer en province. J'aime pas ce mot, mais j'ai pas d'autres mots. C'est le mot c'est déjà bien. En fait, c'est déjà bien de sortir de Paris. Ouais. Déjà d'aller jouer en Belgique, Luxembourg, Suisse, éventuellement Afrique, Dom-Tom. Et Montréal fait partie de la francophonie, et c'est un
Ouais, et puis enfin, tout le monde sait que c'est cool. Enfin, tu sais, ça a une bonne réputation. Voilà, les gens sont chouettes. Ouais, c'est vrai. Donc, si je pouvais y aller un peu de temps en temps tous les ans, ce serait cool. Ok, Montréal. Et du coup, après, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de la notoriété avant de parler de LA, mais ça fera un très bon pont. Mais où tu dis justement qu'à partir du moment où tu prends le bus, t'étais plus marrant quand tu prenais le bus, c'est ça les trucs. C'est vrai que ça, j'en parlais récemment et c'est pour ça que ça m'intéresse. Il y a une notion de comment devenir. Déjà, est-ce que t'es drôle à la base, entre guillemets? Et ça, c'est des vraies questions. Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser, tu vois. Moi, je me suis déjà posé la question de savoir est-ce que je suis vraiment drôle. Et après, il y a le côté de, effectivement, quand tu commences à accéder à une vie très confortable, c'est un vrai défi de rester drôle, quoi. Bah, qu'est-ce que tu peux vraiment raconter aux gens quand, bah oui. le dentifrice. Qu'est-ce que t'as en commun encore? T'as encore la même chose. C'est quoi? C'est le dentifrice, la douche. Alors, comment t'expliques qu'un Louis C.K. après il a réussi à refaire 3 spectacles de ouf après son spectacle qu'il a rendu très célèbre? Bah, je pense qu'il y a un moment où tu gagnes beaucoup d'argent, mais t'es tellement tout le temps en tournée ou tous les soirs quelque part en train de bosser que tu regardes pas vraiment l'argent qui s'accumule. Ouais, c'est ça. Puis une fois que ta carrière est terminée parce que tu t'es branlé devant des gens, tu peux regarder ton compte en banque et faire finalement ça va en fait. Mais je pense que quand il a vu sa carrière un peu s'écrouler, je pense qu'il y a beaucoup de groupes en tournée qui, tu sais, genre un groupe comme Nirvana, où il y a plein de groupes comme ça qui, quand ils t'expliquent comment ils ont compris que ça marchait, c'est en tournée. Eux, ils s'en rendent pas compte et au fur et à mesure, ils font ah mais ouais, mais attends, ça marche. Et putain, mais les gens me kiffent. Ah, me reconnaître de plus en plus. Mais ils ont déjà des engagements sur les 2 prochaines années en fait. Donc ils sont en tournée, ils sont en voyage, dans des bus, dans des avions, dans des. Mais c'est marrant de se dire qu'effectivement, tu as besoin de notoriété de plus en plus pour remplir des plus grandes salles, mais en même temps, cette notoriété-là va bouffer ton talent créatif, quoi. Il y a un côté assez. Non, mais c'est aussi le fait de croire à sa propre hype. Tu peux aussi décider que t'as du blé et que tu vas rester toi. C'est vrai. T'as aussi des gens qui. Mais je connais très peu de personnes qui sont devenues très riches et qui vivent dans 20 mètres carrés, quoi. Tu peux toujours être dépressif, tu peux toujours tu vois, ne pas te sentir à l'aise avec les gens, galérer avec les meufs ou avec tu vois, avec ta famille. Il y a plein de problèmes que tu peux avoir une fois que les problèmes financiers sont terminés. Après, c'est aussi fréquenter les gens. C'est plus ça, tu peux être très riche, mais à un moment, il faut aller dans des bars, il faut parler avec des gens. Enfin, tu vois, si t'as un peu de thune, t'es dans une sorte de jet set, tu croises que les gens connus qui ont des ascenseurs dans leur appartement, forcément, tu vas plus être très drôle, quoi. Ça existe, hein, et surtout beaucoup. On peut se faire max de blé en France en humour, donc très vite, il y a un danger, quoi. Ouais, c'est vrai, putain, faut faire attention à ça. Ok, bon, bah j'ai plus envie d'être connu. Voilà, c'est fini. Non, l'idée c'est d'être connu, t'empêche pas d'être. Non, il y a aussi beaucoup de gens, c'est une revanche. Moi, si un jour je devenais connu, ce serait pas une revanche sur la vie, genre ouais, je vais tous les niquer maintenant. Il y a des gens, c'était vraiment ça. C'était on m'a ignoré toute ma vie, j'ai laissé pour compte. Maintenant, c'est la revanche, donc maintenant je suis connu, je vous emmerde. Mais ouais, c'est là où c'est dur de rester marrant. Ouais. Et puis il y a plusieurs versions d'être connu. Moi, en ce moment, on me reconnaît beaucoup à Paris. Probablement parce que les gens m'ont vu dans des spectacles à Paris, tu vois. À force, ouais. À force de sortir, ils m'ont vu. Mais c'est toujours des gens qui sont finalement assez polis et assez cool et qui apprécient vraiment moi, ce que j'ai fait. Et après, c'est comment t'orientes ça, parce que tu peux aussi te retrouver connu et puis on te respecte pas. Et les gens ils prennent des snaps avec leur téléphone, ils te demandent même pas, ils disent pas bonjour. Je parle à des gens des fois devant des comedy clubs qui sont très connus et les conversations elles durent par intermittence de 15 secondes, ils se font interrompre pour être pris en photo. Ouais, c'est vrai. Faut savoir ce que tu veux aussi. Moi, c'est pas une vie qui me plairait beaucoup. Je crois que ça me mettrait très mauvaise humeur très vite. Je crois que c'est Louis C.K. qui disait chez Conan à un moment donné, avant d'être très connu, de dire j'en suis au stade de notoriété dont j'ai pile poil, je suis content, là je veux pas que ça soit plus. Alors, au final, ça a été plus. Mais il a eu cette notion de c'est pile comme ça que j'aime, quoi. C'est un peu mon problème en ce moment, c'est que moi ça me va et qu'apparemment faut vouloir plus. Je dis les gars. Bah, faut pas vouloir plus, mais faut avoir une capacité à vendre des billets, quoi. Enfin, l'idéal de vie d'être connu, c'est quand même une vie qui a pas l'air confortable de loin en tout cas. Alors moi si on me reconnaît genre vas-y une fois tous les 2 jours dans le métro très vite on me dit j'aime bien ce que t'as fait, je t'ai vu là, c'était cool, et puis je dis merci et puis c'est fini. C'est pas vraiment, je voulais pas forcément beaucoup plus que ça en fait. Oui. Et je me dis le fait c'est peut-être une autre maladie mentale de vouloir aller encore plus loin et de vouloir que tout le monde t'admire et tu les vois comme des vers de terre et vos morts n'auraient aucune signification pour moi. Vous êtes rien. Moi, en fait, si on me croise de temps en temps, j'aime bien tes Oui, mais après, il faut vendre des billets, encore une fois. Si tu veux remplir des grandes salles, tu fais comment? Ouais, moi, je fais ça depuis 5 ans et basé sur mes croyances à moi. C'est presque maintenant que je vais devoir me lancer dans le gros business, mais j'étais pas censé avoir ces problématiques-là avant. J'étais censé développer. Oui, c'est ça. Mon Qu'est-ce que tu considères comme étant parti dans le gros business? Parce que la problématique dont tu viens de parler là, c'est effectivement remplir une salle, c'est important, donc à un moment, il faut le faire. Mais je pense que tu peux le faire d'une manière sincère où les gens te reconnaissent, ils sont cool. Sur les soignants, par exemple, on la reconnaît beaucoup dans la rue. C'est globalement des gens, bon, ils sont pas toujours très polis, mais on sent qu'avec la vibe qu'elle a envoyée dans son travail, les gens lui renvoient cette vibe qui est plutôt chill. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est basé sur ce que tu communiques à la base. Ouais, je comprends. Voilà. Ok.
Ok, bah déjà, félicitations à tous les fans de Shirley Soignon et à Shirley qui a réussi à se créer une bass lane. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça en plus, je dis ça en rigolant, mais en vrai j'ai remarqué ça quand elle se bat et tout, c'est vrai que les gens qui la reconnaissent sont juste chill quoi. Ouais, c'est ça. Et quand c'est des youtubeurs, c'est un peu différent, je trouve que c'est des gens qui déjà sur internet, t'as une réaction différente. Bah, ils te prennent plus pour acquis, ils sont moins sympas. Ça veut pas. C'est toujours. C'est aussi. Parfois, c'est des ados un peu timides et puis c'est pas grave, tu vois. Mais ça crée une distance. Il y a un côté star system, tu vois. Quand on va voir Shirley, tu sais, c'est direct, c'est leur pote, quoi. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Bon, ce qui peut être casse-couille des fois, parce qu'il y a des gens qui sont pas très polis, puis des fois, t'as envie de dire, ouais, on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais ça reste bonne vibe, quoi. C'est chill. Et quand t'es youtubeur, t'es genre un gars qui est dans une pub, et puis on va te parler mal, et puis on va faire, ouais, et je pense que je me demande, j'ai pas assez voyagé pour savoir, mais j'ai l'impression que le rapport à la célébrité en France, j'ai l'impression que le pays entier est vénère de pas être chanteur ou comique c'est ou vrai. acteur. Tu On penses a un pays entier qui est vénère de pas être dans le showbiz. Ils pensent tous que ça devrait être eux. S'ils avaient eu plus de contacts ou plus de ceci ou plus cela. Tu sais, la haine des fils d'eux, elle vient beaucoup de là. La haine de certaines communautés vient aussi la beaucoup plupart de là. peut-être. Moi par exemple, c'est l'histoire. Mon père c'est l'histoire T'as inverse. aussi des gens qui s'en battent les couilles. Évidemment. Mon père c'est l'histoire inverse. C'est quelqu'un qui a fait un album dans les années 80 dont le tube était Radio Jamaïque, qui est disponible chez tous les bons disquaires. Ouais. Et non en vrai, en vrai il est pas très disponible. Il est pas très trouvable. Tu relances ce tube, mec. Ouais, il est bien en vrai. Mais du coup, en vrai, c'est un peu l'histoire inverse parce qu'à ce moment-là, il aurait pu faire une ou deux émissions qui l'auraient lancé. Et c'est lui qui a dit oula, non, je veux pas de cette villa, je vais m'installer dans le Berry et je vais kiffer. Oui, il a raison. Parce qu'il a eu les bonnes valeurs. Il a compris ce qui était important ou pas, tu vois. Mais, peut-être, bah ouais, mais du coup, moi je fais l'inverse. Bon, il y a quand même beaucoup de niveaux de célébrité. Hein. Oui, mon frère pense que je suis très connu. Il pense à quel point hilarant. Avec une resta, c'est trop cool. Franchement, ouais. Là, je suis content qu'il soit content, tu vois. Fais la liste de tous les gens connus avant moi. Ouais. Tu peux écrire un bouquin. C'est le quid. C'est drôle. Et du coup, donc on parle de célébrité, on parle de star. Quel meilleur exemple que la ville des étoiles, Los Angeles. Adrien Arnoux à Los Angeles. Alors ça, vacances, en vrai, j'ai une voix pas normale. Bah non, en vrai, t'as beaucoup joué. J'ai pas beaucoup joué. J'ai fait un jour sur deux, j'ai fait un open mic, en gros, parce que c'était ce que j'étais venu faire. C'est après, quand j'ai dit à mes potes comiques que j'étais allé à LA, il y en a qui m'ont dit j'aurais pu te faire jouer là, mais tu sais quoi, moi je suis venu pour commencer pour voir comment tout le monde commence, et puis j'ai pas du tout les moyens de vivre là pour l'instant, donc de toute façon ça ne peut être qu'une expérience et pas un truc où je vais commencer à essayer de percer. C'est beaucoup, ce serait ridicule. Ouais. C'est très cher. New York est le plus cher. Ok. Mais c'est aussi, tu sais, Los Angeles, c'est comme New York, comme un certain nombre de villes, comme parfois les Américains vont à Paris pour comprendre un truc sur les artistes qu'ils ont aimé, qu'on fait des trucs à Paris. Moi, je viens aussi à Los Angeles parce qu'il y a énormément de musique qui vient de là. Il y a une histoire du showbiz qui est là. Tu marches devant des immeubles. Quoi là-bas alors vis-à-vis de ça? C'est une ville très particulière. Elle est entièrement là où j'étais, surtout plus tu te rapproches d'Hollywood. C'est très basé sur l'industrie du spectacle. Toutes les conversations que tu entends dans les bars sont un peu fondées là-dessus. Et c'est leur système. L'Amérique, c'est la loi de la jungle. Donc ils sont très comme ça. Et puis ils parlent beaucoup d'argent et de leurs galères. Et ils ont toujours des problèmes avec leur assurance de bagnole. C'est ça l'Amérique, de toute façon. Mais après, moi, ce que j'étais venu voir, je voulais voir une autre vibe. J'étais jamais allé sur la côte ouest des États-Unis. Je voulais vraiment comprendre d'où venaient certains films, tu sais, que ça soit les Tarantino, Motley Crue, tu sais, tous les trucs que je kiffe, quoi, tu vois. Il y a des trucs de New York aussi que je kiffe. Ouais, j'ai pas encore fait ce pèlerinage. C'était à la fois, c'était aussi des vacances, un pèlerinage culturel. Genre, je veux voir comment ça marche. Est-ce que c'est si compliqué ça de vivre quand t'as pas de voiture? Rien que ça. Non, c'est juste que vous aimez pas marcher, les gars, en fait. Ouais. Ah oui, non, c'est très grand, c'est très c'est grand, mais Montréal, c'est la même chose. Hein. Okay. Comme c'est grand, mais tu peux aller de West Hollywood à Hollywood à pied, ça prend 30 minutes. Tu marches tout droit, les gens te disent bonjour quand ils croisent. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui marchent. Mais en fait, c'est aussi pour ça. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vingtaine, donc je veux aussi voir comment les gens vivent partout où je vais. Ouais. Donc c'est aussi, moi, je leur pose des questions, je leur parle, je discute. Et puis, je serais vraiment curieux de savoir une journée type de Adrien Arnoux. Ça peut être pathétique si tu regardes bien. Pour les gens, un gars qui voyage tout seul, c'est triste. Non, pas forcément. Parce qu'en plus, là, tu partais déjà, t'as fait un open mic tous les 2 jours, donc tu partirais avec quelqu'un, ça serait bizarre de lui dire un jour sur 2, bon bah moi je vais jouer. Oui, c'est ça. Donc t'as fait aussi ça pour pouvoir jouer. Et déjà, les open mics se sont passés comment? Très cool. Moi j'étais venu. Tu joues devant des humoristes, mais en fait quand tu joues en anglais à Paris, c'est beaucoup des Français et des touristes allemands, indiens, japonais. Donc finalement, même si c'est que des humoristes,
finalement, je me retrouve devant 20 Américains qui parlent anglais parfaitement et qui comprennent le stand-up. Donc ça m'a permis. Je voulais voir ce que valaient mes blagues en anglais là-bas. Ok. Juste pour évaluer, quoi. Et donc c'était intéressant de voir que finalement ils s'en foutent un peu d'où tu viens, puis tu peux ils écoutent vraiment beaucoup l'écriture et Parce que les gens savent peut-être pas ça, mais tu joues beaucoup en anglais et tu as ouvert d'ailleurs pour des gens cool en anglais. T'as ouvert pour Joe Mackie. Ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens. Non, mais Joe Mackie ça parle pas à beaucoup de gens, mais en tout cas c'est un stand-upper cool. Et pour qui t'as ouvert En gros, ouais, c'est-à-dire qu'il y a Gad Elmaleh qui invite des gens au théâtre de l'œuvre tous les mois, je crois. Une fois par mois. Et c'est des humoristes américains. Puis ouais, c'est pas toujours moi qui fais la première partie, mais ça arrive un certain nombre de fois. Et puis non, il y a une scène anglophone Tu parles très bien anglais d'ailleurs, t'as un très bon accent. Merci. Oui. Non, mais un accent limite genre. C'est très énervant, quelqu'un qui parle comme ça. Parce que t'arrives, on dirait que t'es américain. C'est insupportable. Et quand c'est la moitié de français dans la salle, je te jure, il m'aime mais pas. Mais au quoi. point où à Los Angeles, t'as dû limite expliquer comment ça se fait que t'étais français et que t'avais un si bon accent, non? Non, parce que ils s'en battent les couilles. Et c'est ça qui est génial. D'où tu viens? France, Paris. Ok, cool. Et c'est fini. La conversation s'arrête là. Et moi, en fait, je trouve ça. Il y a des gens, ils veulent vraiment en parler. Moi, je crois, en fait, parce que c'est une ville où tout le monde vient quelque part. Et parfois, il y a des gens qui viennent de Seattle ou Pittsburgh. Enfin, c'est quand même plusieurs heures d'avion déjà pour bouger à LA. Même, enfin, je connaissais une meuf là-bas, elle venait de Cleveland, par exemple. Bah, c'est complètement de l'autre côté, quoi. C'est comme c'est venu de Danemark, tu vois. D'un point de vue distance. Je suis très nul en géographie, mais tu vois, c'est plus loin. Et enfin, l'idée qu'on vient tous. En fait, LA, c'est vraiment une congrégation de gens qui viennent. Il y a très peu de gens qui ont grandi là-bas, quoi. C'est comme quand on dit les Parisiens. Oui, c'est vrai. Très peu de gens ont grandi à Paris. Donc, je pense que c'est un peu ce que les gens savent que c'est déjà. C'est une ville où les gens viennent tenter leur chance dans l'industrie du spectacle. Des fois, c'est de la musique. Des fois, c'est en l'occurrence le stand-up. Moi, j'étais aussi venu voir. Je suis allé voir en tant que spectateur des spectacles aussi parce que. C'était un peu, tu sais, quand t'es allé au Comedy Store? J'ai fait Comedy Store et j'ai fait l'Improv et le La Factory. C'est les trois gros trucs qui sont quasiment dans le même quartier. Et t'as vu qui de cool? J'ai vu un spectacle qui était mortel avec beaucoup de mes humoristes préférés. Il y avait Patton Oswalt, Kyle Kinane, Neil Brennan, Jeff Ross. Putain! Et un gars qui a joué dans Scream qui était pas très drôle, mais Jamie Kennedy. Du coup, t'as fait un line-up, c'est un line-up normal, ça? C'était le plus beau jour de ma vie. Tu m'étonnes. Bah, c'était un soir que tu peux voir. Non, je pense que c'est un peu comme quand tu vas au lundi. Je regardais les line-up du Comedy Store sur Instagram avant, je l'ai enlevé parce que bon, ça me servait à rien finalement. Mais une fois, j'ai suivi pendant, on va dire, 3 mois le Comedy Store. Il y avait le line-up annoncé tous les jours et j'ai jamais vu d'aussi gros line-up d'un coup. Je crois que j'ai eu du bol parce que c'était pas comme ça tous les autres soirs. Mais non, bah, tu sais, il y a des soirs, tu vas au Paname et puis il y a Farid, Gad Elmaleh, Kian Kojandi, Norman, quasiment le même soir. Hein, c'est vrai. Ça arrive. C'est vrai. Donc, ok, Neil Brennan, en vrai, je l'ai vu moi en première partie de Dave Chappelle. Tous ces gens étaient très drôles, j'étais très impressionné. C'était super cool, c'était vraiment un comedy club, genre peut-être 200 personnes, avec un serveur qui était, tout le monde mange. Et t'as senti quoi comme vibe au Comedy Store par rapport au Paname? C'est quoi les différences, les choses comme ça? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les comedy clubs là-bas, c'est aussi beaucoup des restos où les gens mangent pendant que tu joues, ils boivent, mais si tu ouvres ta gueule, tu te dégages, c'est ça qui est cool. Ah ouais? Oui, t'as pas du tout le droit de parler dans les comedy clubs américains. Il y a quelqu'un qui te jette. Okay. Tu peux foutre la merde un peu, l'humoriste c'est un peu censé gérer, pas casser l'ambiance, mais si tu continues, tu dégages. Okay. Et c'est assez intéressant parce que finalement les gens ils comprennent, juste ça ils comprennent, ils vont parfois être bêtes, pas rire, voilà, mais au moins ils vont un peu fermer leur gueule, ils vont peut-être des fois crier des trucs, mais s'ils foutent la merde ils dégagent. Okay. Ça c'est cool. Ok, et du coup donc LA t'es parti combien de temps? Je suis parti 2 semaines. Ok, ah oui c'était plus court. Je pensais que c'était un mois. C'était pas la même démarche si tu veux. Autant Montréal, je joue déjà en français, j'ai déjà beaucoup de matériel, je connais beaucoup d'humoristes là-bas, mais non, LA c'est tout un autre monde, donc je suis venu un peu, c'était un espèce de premier contact de qu'est-ce qui se passe là-bas. Je voulais juste savoir ce qui se passait là-bas, genre qu'est-ce que vous faites? comment vous designez la culture mondialisée? C'est là que beaucoup de choses viennent, tu vois. T'as envie de savoir au bout d'un moment, vous mangez quoi? La culture mondialisée, j'avais jamais entendu cette... Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous parlez? Comment vous habillez? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vibe? C'est quoi les bails? Alors, en se posant toutes ces questions-là, t'en as tiré quoi? C'est quoi la vibe? C'est quoi les bails là-bas? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les États-Unis, c'est que c'est un pays qui est très c'est chacun pour sa gueule, quoi. Donc ils sont beaucoup là-dedans. Non, mais comme tu dis, la culture mondialisée, d'ailleurs formule que j'avais jamais mais tu sais écouté. que c'est de là que viennent beaucoup de choses qui sont exportées dans le monde. Oui, c'est ça. Que ce soit des films ou c'est vrai. Voilà, après moi ma seule expérience, tu peux entendre parfois quand tu t'assois dans des cafés, t'entends beaucoup de gens qui parlent de script ou de contrat de machin, Paramount, j'ai vendu ce pitch et ça doit être une jungle là-bas. C'est vachement intéressant. Ça doit être surtout moi je suis pas un gars qui a bougé à LA et qui maintenant dit maintenant faut qu'on réussisse, tu vois, je suis vraiment venu en vacances pour voir.
Donc de ce point de vue-là, j'avais. Enfin, t'es en vacances, je pense que t'as pas fait de jour de plage, par exemple. Non, Alors que t'es à Los Angeles. Mais tiens, ça c'est marrant, faut quand même le dire parce que ça je c'est. suis pas un bon touriste pour ça. Est-ce qu'on peut parler Est-ce qu'on peut parler de marijuana dans ton podcast parce que c'était aussi un des bien attraits. sûr, bien sûr. On peut parler de ça. C'était un des attraits, non, c'était un truc qui en ce moment se passe là-bas, je sais pas si ça va durer, mais. Ah bah si, c'est complètement légal. Maintenant, c'est récréatif même. Voilà. Et moi, j'ai juste montré mon passeport. En fait, j'ai pas besoin d'avoir de carte. Et ça, c'était cool. Bon, ça a sa limite parce que j'ai pas juste fait 11 heures d'avion pour fumer de la weed. Oui. Je peux le faire ici. Mais c'est intéressant de voir ça aussi, de voir, je sais pas, tu sais, juste voir la musique qui passe dans des magasins. Enfin, tu sais, j'ai pas. Alors encore, comme j'ai pas beaucoup voyagé avant, tout ce qui ressemble pas à ce que je connais m'intéresse. Et voilà. Mais non, sinon c'est aussi une ville où tu peux pas vraiment comprendre. Je suis allé 4 jours en Corée du Sud, je peux pas t'expliquer ce qui se passe dans ce pays. Je suis allé 2 semaines à LA, j'ai vaguement compris, j'ai parlé avec des gens et tout, mais c'est un engagement ce genre de ville. C'est un peu comme New York ou même Paris. Tu sais, il y a des gens qui viennent pas de Paris et puis ils s'installent à Paris. C'est vrai, c'est un gros truc, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que t'as joué en Corée du Sud aussi. C'est quand même pas rien. Devant des gens qui comprenaient pas trop ce que je disais mais qui avaient l'air contents de me voir. C'est déjà ça. Et ok, et du coup, comme je disais, le premier épisode, c'est un truc où j'avais vachement t'aimé, etc. On n'avait pas parlé d'un truc assez important, c'est qu'avant, tu faisais de la musique aussi. C'est un truc. T'es pas, à la base, ta passion, c'est la musique, quoi, avant le stand-up, entre guillemets. Chronologiquement, j'ai kiffé beaucoup l'humour français, Rire et Chanson. J'écoutais beaucoup quand j'avais genre 12-13 ans. Genre, j'étais fan de Bigard et tout, tu vois. Ok. Et c'est vrai que vers l'adolescence, ça m'a beaucoup moins intéressé. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma et à la musique. Et ouais, en vrai, de 14 ans à 26 ans, j'ai joué dans genre 10 groupes. C'est énorme. 12 ans 10 groupes d'échecs. Et est-ce que t'as eu un des groupes avec lequel t'as frôlé un truc? Mais j'ai pas envie de dire des noms que les gens aient googlisé. Parce que ça se passe vraiment pas bien. Okay. Mais il y a un groupe avec lequel j'ai fait la première partie d'un groupe de métal qui s'appelait Playmo, par exemple. Et c'était au Zénith. Donc on a fait une grosse première partie au Zénith. C'était cool. Ouais. Mais c'était que des mini-buts que t'atteins. Puis tu peux pas forcément aller loin parce que la musique, c'est. J'ai quand même commencé. J'ai presque. Le moment où j'ai décidé de faire la musique, c'était le moment où le téléchargement est arrivé. Donc tu montes dans Titanic après l'iceberg, en fait. Tu vois. Et. C'était pas très malin avec le recul. La musique, le jour où ils ont envoyé découvert j'ai vu un truc, c'était The Defiant Ones encore là récemment. Ouais, ils ont décidé que ça allait pas durer, alors c'est une passe. Ça va pas durer, les gens vont se lasser de tout gratuit, non, ils vont pas se lasser. Ça va continuer. Non, mais c'est ouf, la musique a vraiment pris un... Ils ont refusé de déposer ça. Ils auraient pu commencer à vendre ça sur internet plutôt, ils ont attendu 5 ans. Ah oui. Ouais, le premier iTunes Store c'était 2004 et donc ça entre 99 et 2004 c'était tu téléchargeais tout ce que tu voulais gratos. Ça prenait un peu plus de temps que maintenant, mais voilà. Bref, ouais, j'ai joué dans beaucoup de groupes qui ont eu beaucoup de styles et c'est en fait peut-être que j'étais un peu trop jeune pour comprendre comment rentrer dans cette industrie. Et puis il y a des gens ils ont le truc, des gens ils l'ont pas. Voilà, je sais pas. Tu parles d'industrie, c'est marrant. C'est complètement c'est un business. Hein, non mais la différence entre industrie musicale et stand-up, c'est quoi la différence? Parce que moi, je connais pas de la musique du tout. Ça dépend. Est-ce que tu saurais préciser un peu? Bah, en gros, tu dis, j'aurais pas pu. Enfin, ce que t'as vu qui faisait que tu pouvais pas percer dans la musique, et au moment où tu t'es dit, ah bah là, je le vois dans le stand-up, c'est quoi la barrière que t'as vu dans la musique que t'as pas vu dans le stand-up, en gros? Parce que finalement, quand on dit il y a beaucoup d'humoristes, ah là, il y a tant de mecs qui font. Ouais, c'est vrai qu'il y en a moins. Si c'est 400, ouais. Par rapport au nombre de gens qui jouent dans des groupes, c'est rien. C'est presque 10, presque 100 fois moins, je sais pas, tu vois. Et donc déjà il y avait plus de place et c'était juste plus difficile. C'est-à-dire que c'est pas que c'est facile d'apprendre la guitare, mais c'est encore plus dur de monter sur scène et faire rire des gens, tu vois. Et donc c'est aussi l'idée de marketer une compétence, enfin de développer une compétence que tout le monde n'avait pas pour que tu sais, comme quand tu fais de la musique on dit souvent fais de la basse, parce que si tu fais de la guitare t'es pas trop en demande, alors qu'il y a toujours besoin d'un bassiste parce qu'il n'y en a pas assez. L'idée c'était en humour finalement, ouais, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes, mais il y a vraiment encore de la place. Et j'entends pas des gens qui disent ce que moi j'ai envie d'entendre. Qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Enfin, disons que j'entendais pas des gens où je me dis tiens, je sens une connexion avec cette personne. Ouais. C'est vrai que, surtout, et puis là on parle de 2011-12 quand j'ai commencé à me poser la question de si je voulais le faire ou pas. Et puis ouais, c'était aussi le fait d'avoir vécu 12 ans en essayant de galérer un peu, une espèce de parasite du showbiz par exemple, tu vois, grappiller, enfin... Je rôde dans le coin depuis un certain temps, donc au bout d'un moment tu commences à comprendre les pièges dans lesquels pas tomber, les attitudes à pas avoir, les jalousies qu'il faut éviter, les phrases que quand t'entends il faut fuir. Moi je fais ça pour toi, tu sais. Mais après tout ce que j'ai fait pour toi, mais vois ça comme un pied à l'étrier, ça veut dire on va pas te payer. C'est une porte d'entrée,
vers un truc qui va te faire connaître. C'est vrai que- On me propose des trucs de merde comme ça en scène, mais on paye pas, mais tu te fais connaître. Et ça, c'est vraiment, ça veut dire, c'est ce qu'on te dit. Parce que tu peux plus rien dire. Parce qu'après, si tu dis non, ça veut dire je veux pas me faire connaître. Ouais, c'est vrai. Donc tu passes pour un loser qui veut pas réussir. Alors qu'en fait, c'est juste une enculade. Ouais. C'est juste de la rhétorique. Mais il y a des phrases comme ça, des phrases un peu manipulatoires de. Il peut y avoir beaucoup de gens de l'industrie qui vont faire croire aux artistes que les artistes ont besoin de ces gens-là, alors que ça devrait être l'inverse. C'est ce business qui a besoin des artistes et pas les artistes qui ont besoin du business. Et c'est un rapport de force qui peut être expliqué, mais même je pense que ça marche peut-être dans d'autres industries qui n'ont rien à voir avec le divertissement. Bah, dans toutes les industries, moi Voilà. je pense, c'est ceux qui C'est, créent qui doivent voilà. être protégés à la base. Et c'est important de refuser un certain nombre de principes des fois où il y a des gens que tu es censé... C'est dur d'avoir des principes. Il y a des gens que tu es censé considérer comme Dans ce milieu. importants. Ouais. Il y a des gens que tu es censé considérer comme importants. Et ils le seront de facto et tu pourras jamais vraiment expliquer pourquoi ils le sont pas. Mais toi, tu le sens, t'en as déjà vu des gens comme ça. Mm. Et tu vois le piège. Mm. Et Il y en voilà. a moins qu'on ne le pense aussi. Faut pas non plus être. Bah, de toute façon, tu te connectes avec les gens avec qui tu as Oui. l'impression d'avoir Non, mais quelque ce que je chose veux en dire, c'est que là, on donne peut-être l'impression que c'est un milieu pourri, Non, bah, difficile et c'est tout. c'est juste que quand t'es jeune, tu es facilement manipulable et que Mm. dans les milieux où il y a de l'argent en jeu, si t'es un jeune gars et qu'il y a quelqu'un, il sent qu'il peut se faire du blé sur toi, il va te mener par le bout du nez, tu vois. Ouais. J'espère que c'est pas la bonne expression, mais... Non, c'est pas comme ça, je crois. Mais oui, si, il y a ça. Enfin, disons que si t'es en demande, surtout quand t'as... Et puis tu sais, t'as l'impression que c'est ta vie, t'as 21 ans, tu veux Ouais, c'est réussir. Oh mon Dieu, t'as l'impression que tu vas dire non à un truc, on va te blacklister, tu pourras plus jamais travailler, tu vas finir chez caissier. Et puis l'idée qu'on peut que tu peux être dans la merde pour une erreur, Ouais, c'est vrai. espèce de peur comme ça, on dit tu veux pas faire le clown alors que t'y crois pas, mettre une perruque et tout, mais du coup tu travailleras plus, tu vois. Enfin tu sais, on te fait des qui n'existent pas en fait, ça n'existe pas ça. Ouais, c'est vrai. Même Dieudonné, il peut revenir demain. Il fait un film avec un. Je crois que j'ai déjà dit dans un podcast, je sais pas si c'est le tien ou pas, mais je Non, sais c'est pas Dieudonné, bien. Mel Gibson est revenu. Donc pour moi, je dis si Dieudonné Ça, il fait faut un film expliquer aux avec. gens parce qu'en France, on n'a pas cette notion de Mel Gibson Dieudonné. C'est vrai que Mel Gibson. Je pense que les gens en plus ils sont un peu amnésiques, mais je me dis moi si Dieudonné il fait un film à la genre l'été de Kikujiro de Kitano, c'est genre un film où il joue un vieux fatigué avec un enfant qui lui ramène, tu sais, un truc un peu césarisable et il fait 2-3 interviews où il fait je suis peut-être allé un peu loin. Et c'est bon, c'est reparti pour lui. Non Aujourd'hui, est-ce qu'il a pas été. Enfin, je sais pas, moi c'est une question, hein, je sais pas. On en a Ouais. parlé avec Elise Moon dans un C'est podcast. Je me demande à quel point il n'y a pas eu le moment où bon bah stop quoi. Enfin bref, tout ce que je veux dire c'est que Mais oui, je la vois ce que tu notion veux dire. de quand Non, mais c'était intéressant, quand c'est t'as un- 24 ans, on peut te dire si tu dis pas ça, si tu fais pas ça, si tu suis pas, t'as besoin de moi, sinon t'arriveras à rien. On peut te faire croire des trucs. Il y a un certain âge où tu sais genre c'est bon. Ouais. Et ça Mais là, peut, parce tu que tu l'as vécu en amitié parfois, Tu même parles de en principe, relation. tu parles de valeurs, tu parles Ouais. de ce milieu-là. Moi, il y a un truc qui m'a aussi vachement questionné récemment, c'est est-ce qu'on peut être très drôle et être quelqu'un de bien, quoi. Non, mais c'est une vraie question, hein. Parce que tu vois, finalement, Bill Cosby, qui a été le humoriste préféré de tous les humoristes. Je pense que tu peux pas être très drôle et pas avoir de névrose. Après, être quelqu'un de bien, c'est-à-dire que tu peux même avoir des névroses sexuelles et ne pas agresser les gens sexuellement, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu peux être claqué dans la tête et ne pas ruiner la vie des gens ou les traumatiser. Mm. Je pense que c'est ça la limite. Oui, non, mais tu vois, la question de la base, c'était vraiment, est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'être drôle et d'être quelqu'un de bien, quoi. Vraiment, Je pense quelqu'un de bien, ça veut pas dire n'avoir que des belles pensées bienveillantes. C'est vrai. C'est vrai, ça. J'ai des pensées où je On me dis confond putain, je suis parfois vraiment un peu une les merde, mais tu n'agis pas sur ces pensées. Donc du coup, tu n'as pas d'impact sur la société basé sur ces pensées-là. Et ça peut être surtout, des fois, tu as envie d'enculer tous tes potes au niveau business. J'ai envie de leur voler de la thune parce que t'es de mauvaise humeur. Tu le fais pas. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Tout le monde a des mauvaises pulsions, tout le monde a envie de taper, tu sais, tout le monde est dans le métro. J'ai l'impression que les gens j'ai sont envie de dans taper le des gens. refus des mauvaises pulsions. Bah oui, parce que c'est pas ce qu'on te vend, t'es censé toujours dire que tout va bien et que voilà, mais non, t'es censé accepter qu'il y a peut-être des trucs. T'as peut-être des trucs chelous qui peuvent t'exciter, même soit sexuellement, soit je sais pas, il y a des trucs qui te mettent de mauvaise humeur, t'as des tocs, il y a si la mayonnaise elle touche le sandwich, j'ai envie de gerber, enfin, tout le monde est un peu déréglé, tu vois. Et Même on est dans une époque où les gens l'acceptent pas. c'est pour ça qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Parce que nous on arrive sur scène, on fait alors je suis une grosse merde et c'est pas grave. C'est vrai. Et c'est très libérateur pour les gens, je pense. C'est cathartique, mais tu vois, c'est marrant parce que là, j'ai vu du coup Anna Gatsby, Nanette. Tout le monde me parle de ce truc. Ouais, voilà, ouais, mais du coup, tu l'as pas vu, mais justement, c'est tout à peu près basé là-dessus. C'est ce côté de. Elle en a.
Je rote hors micro, je ne le fais pas remarquer aux gens. Le but c'est de le cacher. J'ai rigolé, je l'ai fait remarquer. Oui, donc Anna Gatsby. Oui, et du coup, justement, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'elle dit qu'elle veut arrêter la comédie, justement, parce que la comédie est basée sur le fait de s'auto-humilier, entre guillemets, Ouais. et du coup, en fait, elle a dit, en gros, toute la comédie est basée sur créer une tension, puis l'enlever avec une punchline qui est censée, entre guillemets, t'humilier. Et du coup, bah, elle dit que c'est une mauvaise chose dans l'époque dans laquelle on vit. Mauvais esprit, malveillant. J'ai déjà entendu cet argument que le fait est que comme l'humour était un peu basé sur le fait de désensibiliser un peu, genre un truc qui te fait du mal, là ça te fait plus du mal, bah forcément c'est pas bien parce que t'es censé être triste tout le temps, quoi. Bon, c'est un peu ça en fait. Ouais, mais tu vois, parce que après, ouais, mais elle en parle, elle, en me disant, par exemple, parce que, bon, alors dans son spectacle, on se fait engueuler, Adrien, je te le cache pas, parce qu'on est des blancs mâles hétéros. Et il y a un truc où vraiment elle parle de ça vraiment. Qui t'a dit Non, mais elle parle de ça vraiment. Et elle dit justement que pour les minorités, Ouais. comme elle, qui était une lesbienne en Tasmanie, donc dans un endroit qui a été en Australie, dans la région de Tasmanie en Australie, donc c'est-à-dire un endroit où ça a arrêté d'être un crime d'être homosexuel en 1997, donc c'est énorme. Dire qu'elle a vécu vraiment son adolescence et sa vie de jeune adulte en étant une criminelle pour être ce qu'elle est, donc c'est ouf. Et elle dit justement que pour une minorité qui s'est construite avec des fêlures comme ça, bah en fait le côté de je crée une tension et je m'auto-humilie derrière, bah c'est contre-productif entre guillemets. Ouais, parce qu'elle elle limite un peu. À ce moment-là, si elle dit ça, c'est qu'elle limite l'humour à ça qui existe. Mais il y a quand même énormément de gens qui viennent de la pauvreté et de la galère qui font du stand-up et qui sont très drôles, non? Oui, c'est vrai. Et vrai. c'est souvent eux qui sont les plus drôles d'ailleurs. Tu vois, mais des mecs comme Dave Chappelle a pas grandi pauvre, je crois, mais Chris Rock a grandi très très pauvre. Kevin Hart aussi. Et le fait est que bah, s'il y a de plus en plus d'humoristes, je sais pas, lesbiennes, transgenres, ou qui font partie de minorités, c'est aussi pour eux une opportunité de se venger de l'oppresseur, tu vois. Ouais. T'es pas obligé que d'écrire en t'humiliant, c'est bien d'avoir du recul sur soi, même quand t'as été oppressé. Moi j'y crois beaucoup à ça, sinon on est tous des victimes. Tu sais, et puis après il y a les blancs qui vont vouloir leur part du gâteau, qui vont faire ouais mais le racisme anti-blanc, c'est là que ça vient, c'est que tout le monde veut un truc pour se plaindre. T'as le droit aussi de te chier dessus, même si on tâche. T'as le droit d'avoir du recul sur toi, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu fais partie d'une minorité oppressée que tu ne peux pas te moquer de toi-même. Après, ça peut être. Bon, moi, je pense que ça peut être une arme pour des gens qui viennent de la. Ouais, elle explique ça. Enfin, c'est nuançable, hein, ce que je dis évidemment, qu'elle explique que ça a été une arme et qu'elle s'est construite comme ça et qu'elle sait faire que ça. Et le spectacle est très drôle par moments. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu l'impression de me faire engueuler entre guillemets et c'était un truc où en mode je lui avais envie de lui dire bah en fait refais des blagues, c'était très bien quoi, genre je comprenais ton message en rigolant quoi, mais le fait est que tout le monde a adoré et que je l'ai regardé et qu'effectivement j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le moment Tu m'as pas donné envie. Hein Tu m'as pas donné envie. Ça ressemble à un truc ça ressemble à un one woman show où c'est en mode ah bah si c'est pas drôle vous avez qu'à pas vouloir rire. C'est ça. Pourquoi vous voulez rire bande de merde? Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu vois, je vous le dois pas, ouais bah on a payé connasse, enfin tu vois, alors c'est quoi l'argument? Il n'y a pas que le rire dans la vie? Ah genre on n'était pas au courant. C'est pas qu'il n'y a pas que le rire dans la vie, c'est que le rire est contre-productif quoi. Il amène des mauvais... Mais c'est tellement pas vrai. Ouais bah je pense pas non plus. C'est tellement le dernier truc qui peut lier les gens quand ils ont rien en commun. Tu vois, c'était censé vouloir rire, parce que je comprends l'idée, mais elle est censée vouloir faire rire un gars homophobe, mais de manière à ce qu'ils comprennent son délire, tu vois. Moi j'avais testé une version de ça quand je le fais plus trop ce truc là, mais je parlais de mon frère qui est homosexuel et je trouvais que l'homophobie c'était stupide et j'essayais d'expliquer, parce que c'est un truc finalement j'avais pas trop entendu en stand-up français de manière très choquante, mais j'ai bon bah s'il faut que quelqu'un le dise ce sera moi quoi, mais c'était déjà parfois compliqué certains soirs d'expliquer juste ça. Ouais. Mais mon but c'était pas d'arriver à dire si vous êtes homophobe vous êtes stupide, parce que c'est pas comme ça que tu vas changer du tout les mentalités, donc t'arrives tu leur dis voilà ce que vous pensez et tu leur donnes un angle. Donc, vous pensez vraiment un jour on va tous s'enculer, c'est ça. C'est vraiment un jour plus personne fera d'enfants, c'est ça et quand tu leur montres ça sous cet angle là ils font effectivement c'est vrai que c'était un peu extrême ce que je pensais. Pour moi c'est plus intéressant ça que de dire vous êtes des merdes, enfin tu vois, c'est après elle a une histoire, parce que c'est comme ça que tu crées, mais c'est comme ça que tu crées, c'est comme ça qu'il y a Trump en fait. Ouais, je sais que j'ai pensé à Trump et je me suis dit je vais pas lui remettre, le sujet sur la table parce que on a parlé c'est le sujet que je lui avais posé d'ailleurs. Je pense que j'ai déjà dit dans le podcast avant, mais le sujet de la semaine maintenant c'est Hillary Clinton.
personne. Non, mais je pense qu'en gros, si t'entends Non, quelque mais chose je de vois ce que tu veux raciste, dire. homophobe, transphobe, insensible, même socialement raciste, et que t'es pas d'accord, c'est intéressant de pas attaquer frontalement le gars en lui disant ouais, mais toi t'es privilégié, t'es une merde, parce que tu vas le mettre dos au mur et il va se défendre. Et en gros, tu vas juste faire monter une sauce d'extrême, et c'est là où on en est en ce moment, je trouve. Il faut parler avec toute forme de gens. Après, bah, effectivement, il y a un moment où tu peux pas les convaincre, mais Il y a une limite. Il y a une courbe de Gauss. quoi. j'ai été capable dans ma vie à maintes et maintes reprises d'avoir des conversations tout à fait intéressantes et cordiales avec des gens qui partageaient pas les mêmes croyances que moi sur l'homosexualité, par exemple. Ouais. On sera jamais d'accord, mais c'est pas des gens de merde, c'est pas des mauvais Mais humains. on est quand même dans une époque où les gens ont de plus en plus de mal à se parler. Et là, il y a vraiment C'est ça, une le problème. notion de groupe. Et les gens. Moi, je trouve qu'il y a un truc de ouf dans l'époque actuelle. C'est le côté de. On est dans une ère d'ultra-individualisme et tout le monde veut être connu, veut être le centre de sa propre vie, l'acteur principal de sa propre vie. Oh, yeah. Et en même temps, on est dans une époque où les gens se regroupent tous par groupe de gens qui se ressemblent. Et en fait, ils veulent tous briller dans un groupe qui fait partie de leur groupe. Alors, je parle pas des minorités qui font des groupes pour pouvoir faire valoir des droits. Ça, c'est très normal. Et enfin, c'est apprécié. Enfin, c'est normal, quoi. Il y a pas de problème. J'ai perdu le mot. Je sais plus quel mot je voulais dire, mais Capitalisme. non, pas justifiable, mais enfin bref, c'est ce qu'il faut faire quand tu es un groupe de minorités, si tu veux faire bouger les choses, effectivement. Mais je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où les gens se regroupent par groupe de gens qui se ressemblent, Ouais. alors que pourtant on est derrière du ultra-individualisme. Et même ça, pour le stand-up, c'est intéressant à analyser et même à être bizarre parce que tu peux vite te retrouver à faire des blagues devant des gens qui te ressemblent tous, et c'est peut-être pas le but non plus, quoi. Non, bon, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que des fois tu te retrouves devant des publics et tu regardes tout le monde et tu fais je n'ai rien en commun avec ces gens, j'irai jamais boire un verre avec eux, mais finalement tu vois que tu parles, Bah tu ouais, racontes et tes ça, trucs c'est ce qui est le plus et jouissif. ça marche, quoi. Et pour moi, il y a toujours, il y a une expérience humaine qui est similaire à tout le monde, et c'est plus ça que j'ai envie d'aller creuser, quoi. Ouais, ok. Bah, de toute façon, nous, on est, je t'ai dit encore une fois. Mais tu dis à quelqu'un qu'il est privilégié, et c'est vrai de manière intrinsèque sur la société, mais si le gars il est au RSA, il galère, il a pas de thunes, Mais c'est ça. il va dire mais non, je suis pas privilégié. Alors qu'en fait, basé sur la société, oui, les blancs sont bien sûr privilégiés sur la structure de comment ça marche. Mais si tu dis ça à un blanc qui a pas de thunes et qui a toujours galéré, qui est né dans la pauvreté, parce qu'il y en a, il va dire mais non, je casse les couilles. Mais c'est pour ça que je suis pas parle privilégié. d'individualisation. Effectivement, on voit pas assez les individus, c'est-à-dire ce truc de. Bah, on parle de. Moi, là, je te dis, en regardant le spectacle de Anna Gatsby, je me suis senti comme bah, c'est ce que je dis sur scène et ce que je dis dans le podcast avec Jérémy avant, mais de plus en plus, je me sens un peu comme un requin qui a été élevé par une famille de tortues mignonnes et qu'en fait, genre, je me sens tortue à l'intérieur, mais je suis un requin à l'extérieur, quoi. Et. Pourquoi encore il serait un requin? Hein? Qu'est-ce qui ferait de toi un requin? Bah, en étant juste un homme hétéro blanc. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah rien moi, mais Voilà. c'est rien moi déjà. Le fait de dire ça va peut-être faire bondir beaucoup de gens qui pensent qu'un homme blanc hétéro a forcément fait quelque chose. Non, est-ce que t'as affecté la vie de quelqu'un Je mal? pense Est-ce que t'as honnêtement pas, mais tu sais harcelé des meufs? après tu sais il y a des gens qui, enfin si t'écoutes des discours un peu, il y a des discours aujourd'hui de gens qui vont Non, dire. tu profites d'un privilège historique qui fait que tu pars d'un socle qui est plus confortable. Comme tu sais, aux États-Unis, si t'es noir américain, tu viens de gens qui viennent de l'esclavage, qu'on n'a jamais vraiment laissé s'expander financièrement. Et forcément, tu pars sur des bases plus compliquées. Moi, je viens d'un milieu qui est pas pauvre. J'ai vu plus riche dans ma vie, mais c'était clairement aisé. Et je sais que c'est ça le privilège. Ça veut pas dire que je suis censé me sentir coupable. Je suis censé me rendre compte que c'est pas pareil pour tout le monde. C'est juste ça. À partir de là, j'ai pas à me dire je suis une merde, j'ai fait du mal à la société. Moi, j'ai rien fait. Hein. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'il y a une culpabilisation quand même, je trouve. Parce que c'est le jour où tu comprends pas ce privilège que t'as que tu fais du mal. Si tu sais que tu l'as et que t'es pas censé t'en vouloir toute la journée, sinon c'est invivable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que non, mais il y a un truc effectivement parce que justement moi j'avais un espèce de shame là qui est pas très présente, mais etc. Mais c'est marrant parce que aussi il y a une phrase que tu dis sur scène de moi je suis pour que la honte revienne à la mode, qui est pas du tout une phrase dans l'air du temps, quoi. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est trop tard, elle reviendra pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Cru. Oui, mais c'est c'est vraiment un truc que tu penses que tu voudrais que la honte revienne à la mode? Je suis parce pas que dans vraiment un l'époque modèle. actuelle, c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup, quoi. Je trouve que les gens ont trop confiance en eux. La confiance en soi, c'est vachement important. Mais idéalement, il faut qu'elle soit basée sur des trucs que t'as vraiment fait. Tu vois, c'est pas bien d'avoir pas confiance en soi. C'est pas attirant. Non, mais je vois ce que tu dis, tu mais vois. par contre, ouais. Mais ça devrait pas être de facto. J'ai confiance en moi. C'est non, t'as fait quoi? Ouais. Tu vois, t'es qui? Est-ce que t'es cool? Est-ce que t'es sympa? Est-ce que tu vois, et tu peux avoir confiance. Il y a des niveaux de confiance en soi. Ça peut être sain. Il y a une confiance en soi qui est saine. Je pense que
je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est les gens ont l'impression de manquer d'attention et ils veulent compenser bien avec sûr. ça Parce que mais tu parais qu'on est dans un pays où tout le monde voulait être chanteur ou humoriste ou en tout cas acteur. Je pense que c'est pas la France, c'est le monde entier qui veut être connu. Tu sais que c'est Andy Warhol quand il a dit un jour tout le monde aura son quart d'heure de célébrité. Je pense qu'il voulait dire ça. La société du spectacle de Debord, c'est ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est ce côté de. c'est très compliqué comme notion parce qu'en même temps avoir honte ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut pas s'habiller comme on veut. Si finalement tu devrais pouvoir t'habiller comme tu veux mais c'est t'as juste envie des fois que les gens ils descendent d'un étage quoi. On est aussi une civilisation qui doit tenir quoi. Mais en même temps j'ai pas envie de dire il faut qu'ils se sentent tous comme des merdes. Ah bah non. Et surtout c'est pas basé enfin en gros là faut bien comprendre quand on parle de honte c'est pas basé sur ce que tu es. On critique pas l'être des gens, c'est surtout sur le faire quoi. C'est à dire qu'à un moment donné chaque personne est ce qu'il est et là faut pas juger. Par contre, sur ce que tu fais, je crois que c'est Chris Rock qui avait dit ça d'ailleurs, c'est talk about what they do, but never talk about what they are. Win the yes, needs. Ah, il se fout de la gueule de mon anglais. Il m'a comparé à Jean-Pierre Raffarin dans mon propre podcast. Non mais alors je vais le dire en français, mais toujours parler de ce qu'ils font, mais ne jamais parler de ce qu'ils sont, parce que chacun a ses problèmes et chacun est ce qu'il est. Donc évidemment que quand on dit que la honte doit revenir à la mode, c'est sur des délires où effectivement, par exemple un truc con, je critique pas la gay pride et je critique pas le fait que les gens fassent des choses pour pouvoir avoir des droits, mais par contre je critique un peu le fait que je suis passé place de la République et j'ai vu des gens habillés en sadomasochisme devant des enfants de 11 ans et je suis désolé, cette vision d'un enfant de 11 ans et d'un mec habillé en sadomasochisme, je ne critique rien de leur volonté de faire des choses. Non mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Non, c'est la notion de à quel moment dire ouais j'assume, c'est bien, et à quel moment ça va trop loin quoi. Et c'est très très compliqué à définir comme limite, parce que c'est quand même bien de s'assumer, c'est quand même bien de pas avoir honte de ce côté. Moi je suis en train d'apprendre ça en ce moment, même à arrêter de m'excuser pour tout, c'est pas mal. Mais je sais pas, aux États-Unis ils ont le mot douchebag. On n'a pas vraiment trouvé d'équivalent en France. C'est vrai que c'est le douchebag. Il y a une limite où tu deviens ça, donc c'est important d'avoir confiance en soi. Trey Parker et Matt Stone sont des parfaits personnes qui donnent la limite de ce qu'est un douchebag ou non, je trouve. Faut croire en soi, c'est important, mais quand ça va trop loin, et puis est-ce que tu crois en toi mais tu es quand même là pour aider les gens, ou est-ce que c'est entièrement je crois en moi parce que je suis le meilleur et je vous emmerde et c'est que moi? C'est aussi différentes manières de croire en soi, et c'est des choix quoi à faire. Aider les gens, c'est un vrai thème ça, parce que c'est genre j'aide les gens. Non mais enfin en tout cas oui, être altruiste, enfin entre guillemets, mais est-ce que t'es cool avec eux quand même tu vois, genre typiquement moi Adib Al-Khalidé d'ailleurs qui est venu en Paris récemment a tout un truc sur le fait d'aider les gens et le sens que ça te fait. Le contexte, Adib Al-Khalidé est un humoriste québécois excellent, probablement un des meilleurs. En francophone, moi c'est la plus grosse claque en francophonie que j'ai eu, et il a tout un truc sur le fait d'aider les gens. Et David Letterman qui reçoit le Mark Twain Award, qui est le prix le plus important pour un comédien, finit son discours en disant j'ai appris qu'une seule chose dans ma vie, c'est que si on aide quelqu'un on se sentira forcément mieux en ayant donc c'est vraiment un vrai truc quoi. C'est les réponses qu'on n'a pas spirituellement, mais où tu peux avoir des indices, genre apparemment quand on s'entraide ça marche. Puis des fois ça part en couille, mais mais ouais, c'est qu'est-ce que tu donnes à la communauté quoi, tu vois, qu'est-ce que tu donnes à ton espèce. Et toi tu donnes quoi, des rires? Ouais, dans le meilleur des cas. Et non, parce que j'ai pas envie non plus. Quand je dis la honte, il faut qu'elle revienne à la mode. Faut pas que les gens aient honte de tout. Il y a des gens qui ont honte de trucs bêtes. Oui, c'est ça. Ce serait dommage. C'est la honte de. Je sais pas, si tu te fais une crête verte et que tu comprends pas pourquoi les gens se moquent de toi, ça t'empêche pas de la porter la crête verte. C'est même pas, t'as pas le droit, c'est la conséquence quoi. Et généralement le truc, enfin là après c'est peut-être qu'il y a des cas où c'est pas le cas, mais généralement le mec qui porte la crête verte parce que c'est ce qu'il est, on se moque pas de lui. Oui. Et généralement c'est quand la personne met une crête verte et qu'il est remarqué qu'on se moque de lui, c'est que ça va pas avec lui. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux façons. Il y a des gens que je connais qui pourraient avoir une crête verte et ce serait complètement naturel. Et si demain j'en vois arriver avec une crête verte, je dis il y a un problème. C'est les parents, mais le truc, moi, en fait j'essaie d'être nuancé là-dessus parce que en gros moi je trouve qu'il y a des parents, ils ont élevé trop leurs enfants en leur mode vous êtes formidables, ça va être génial. Moi je pense que j'ai été un peu une victime ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était un peu l'inverse, et parfois je suis content. Parfois je trouve finalement ça pas si mal, parce qu'en gros il y avait toujours l'idée que très catholique, tu vois, ce gamin il se la pète quoi. Tu vois ce gamin il est péteux là, lui il se la raconte, fallait pas se la raconter quoi. Et finalement c'est pas si mal, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, tu vois, où j'ai aussi, quand j'ai donné des cours de musique à des enfants c'est des enfants qui sont nés quoi, milieu d'année 2000 quoi en gros. Ceux d'avant étaient cool. Ceux des années 90 sont encore ok. Ok, écoute, non, je les autres. Mais du coup, on parlait du coup d'Anna Gatsby, etc. Et il y a un truc que du coup j'ai remarqué aussi, c'est que le stand-up d'aujourd'hui, il est quand même très basé sur
faire des blagues sur ta communauté entre guillemets et enfin je veux dire, je pense dans beaucoup de spectacles récents que j'ai vus, l'homme blanc hétéro il prend c'est une tendance et puis bon bah effectivement il y a l'homme blanc hétéro a fait certainement il a quand même pas mal de dommages si tu le regardes de manière large. Après ça veut pas dire que tu es censé te sentir coupable, ça veut dire il faut juste savoir. Moi je sais ce que l'homme blanc a fait, je sais pas comment il a fait des choses. Je me sens pas particulièrement responsable, je suis juste atterré quoi. Et j'espère que ça va s'arrêter, mais c'est bien de le comprendre, c'est bien. Enfin, tu sais, moi regarde, j'ai un exemple, c'est quand moi j'ai grandi dans une petite banlieue où en gros il se passait pas grand chose, il y avait 4 flics qui avaient rien à faire et moi j'étais gothique ou skater, donc je me faisais contrôler tout le temps parce qu'ils voulaient faire du chiffre à cause de Sarkozy qui leur avait dit il faut faire du chiffre parce que les matchs de foot c'est bien mais il faut faire du chiffre. Je sais pas si tu te souviens de ces images. Non, en gros, je sais pas, il avait fait quoi quand Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur, il a commencé à dire aux flics vous bossez pas assez, on va être plus dans le répressif quoi, et il faut faire des chiffres et vous allez devoir me rendre des comptes. Giuliani quoi. Voilà, et du coup, il cherchait. Et le chiffre, ça veut dire tu vas arrêter un petit gars, puis tu vas trouver une barrette de shit ou une boulette, et puis tu vas le saouler. Donc, moi, en gros, tant que j'avais un look chelou, et même ça m'arrivait aussi à Paris, parfois dans le métro, de me faire contrôler ou identité et tout. Mon adolescence, je me faisais souvent contrôler en fait. Ok. Et je me disais, putain, les flics et tout. Et quand j'ai commencé à m'habiller plus comme ça, c'est-à-dire juste, c'est là-bas, jean t-shirt, mais plus jamais on m'a contrôlé quoi. Et là j'ai compris parce qu'après maintenant je continue à aller dans Châtelet-Léal, la station, et je voyais tous les Renois et les rebeux qui étaient les mains plaquées contre le mur à se faire palper, et c'était que ça, il n'y avait pas un blanc. Et là j'ai compris ce privilège là effectivement. Moi j'ai enlevé mes fringues et eux ils peuvent pas vraiment enlever leur couleur de peau quoi. Mais ça je le sais, ça veut pas dire que je suis un connard parce que je suis blanc, tu vois. Non, ça veut juste dire je le sais, donc je vais partir de ce principe là. Mais comme tu sais, il y a pas que blanc hétéro, et il y a aussi le milieu social, comprendre qu'on vient pas tous de quelque chose de confortable, ou tu vois, savoir qu'il y a différents niveaux de vie, pas dire mais attends mais tu me prends pas d'entrée, je sais pas, mais t'as pas de balcon, mais je sais pas comment tu fais, mais moi je veux de l'espace quoi. Et t'as des gens, ils ont grandi dans des 15 mètres carrés, mais attends, il y a pas d'espace. Comprendre que tout le monde vient pas du même truc, ça c'est important. Tu vois, si je parle à mes potes stand-uppers, ou même quand t'es sur scène, tu peux pas dire, tu sais, quand ta grand-mère elle donne de l'argent de poche, non, c'était pas tout le monde, ça, il faut le savoir, faut pas partir du principe parce que c'est vexant pour les autres. Tu penses vraiment on a grandi tous comme toi? C'est énervant. Mais une fois que tu sais ça, t'as pas à te sentir coupable, je pense. Mais c'est ton rôle dans la société. Est-ce que en tant qu'homme blanc hétéro, je fais le mieux que je peux ou pas, en gros, pour au moins pas contribuer en négatif. Oui, c'est vrai. Et une fois que tu fais ça et que tu essayes toujours d'y penser, c'est comme, tu vois, il y a des gens, c'est des mauvais parents, souvent c'est ceux qui s'en battent les couilles d'être des bons parents, tu vois. Je pense qu'à partir du moment où tu te demandes régulièrement, est-ce que je suis un bon parent, est-ce que je suis un bon père, t'es déjà un bon père, parce que tu te poses déjà ces questions-là. Pour moi, le rôle de l'homme blanc hétéro de nos jours, c'est déjà de se poser ces questions. Est-ce que je suis activement, moi, un fils de pute dans la société, ou est-ce que j'essaie de au moins pas tâcher tu vois. Ok, non, c'est hyper intéressant. Du coup, avant de faire la transition sur un truc que je veux parler, c'est parfait. Genre au niveau on n'a jamais parlé de religion ensemble aussi. C'est ça, ruine ma carrière, c'est parti. Alors, non, juste toi. Moi, je viens de bourgeoisie catho des Yvelines, qui existe ailleurs que les Yvelines. Oui, bien sûr. C'est beaucoup la France. Mais les Yvelines est un groupe particulier. C'est pas, mais non, parce qu'en même temps, j'y ai vu parce que je pourrais dire Versailles, mais c'est pas Versailles, parce que c'est juste en dessous socialement. Ok. On a moins de thunes. C'est pas il y avait Vésinet, tu vois. Donc on t'a envoyé au caté quoi. Ouais, mais avec peu de conviction. Pareil. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que mes deux familles viennent d'un sérail un peu catho-bourge, mais que mes deux parents étaient un peu les vilains petits canards de cette famille, et que du coup, je me suis retrouvé finalement avec des parents dans ce milieu-là qui s'en battaient un peu les couilles. La seule raison pour laquelle ils m'ont baptisé, c'est parce que les parents de cette génération-là leur mettaient la pression, quoi. Eux ils s'en foutent en fait, ils m'ont mis au catéchisme. Tu sais, mon père il m'a mis dans une école catho parce qu'il avait peur que je me fasse tabasser dans une école publique. C'est vraiment ça l'histoire. Je suis vaguement en train de commencer à développer ça sur scène, tu vois. Je sais. Tabassable. Raquettable. Raquettable, c'est ça le terme. Il y avait un collège public juste derrière chez moi, avec des gens qui étaient pas toujours fréquentables, mais c'était pas non plus la zone, quoi, tu vois, c'est la banlieue molle. Et à côté de ça, mon père m'a dit j'étais un petit gros à lunettes premier de la classe, ils m'ont dit tu vas te faire défoncer quoi.
Ils le savaient, et moi j'écoutais, je disais, j'ai du mal à avoir d'arguments contre, je pense qu'ils ont raison. Je C'est pense que ouf je vais me quand faire tes parents ils défoncer. disent quand même à 11 ans. Parce que je vois des gars avec tu vas des, te faire raqueter. tu sais, des gars plus grands que moi avec des queues de rat qui jouent avec des bâtons pointus. Je fais bon, bah je crois qu'on va. Ça va. Ouais, je sais pas. Moi, j'étais dans le cas de figure différent, c'est-à-dire qu'il y avait un public. Enfin, nous, il y avait 2 lycées dans la ville où j'étais. Collège, pardon. Un où il y avait tous les gens des alentours et un peu la banlieue, mais la banlieue molle, entre guillemets, de ce truc-là. Et après, il y avait celui où il y a vraiment les gens de cette ville qui sont. Et en fait, moi, j'étais dans le truc un peu plus dur, entre guillemets, où il y avait une secpa dans notre collège, tu vois, des trucs comme ça. Et en vrai, je crois que j'ai pas vu. Enfin, je sais pas si ça aurait changé grand chose que je sois dans l'autre, quoi. Moi, il y avait un aspect, il y avait tout. J'étais agaçant, quoi. J'avais des grosses lunettes à la main. Et donc, baptisé. Pardon. Non, j'en couperai au moins un sur 2. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai ça. T'inquiète. J'ai ruiné ton podcast en Mais retenant tous les non. deux. Baptisé, ouais, il y a une photo d'ailleurs sur mon Instagram. C'est drôle. J'avais 6 mois, je crois. C'était Ouais, vraiment. pareil. Mais parce qu'à l'époque, tu Non. sais, ma soeur a eu un enfant récemment, enfin il y a 3 ans, et elle a dû expliquer à ma grand-mère pourquoi elle allait pas baptiser son enfant. Ouais, ok. Et elle comprenait pas, c'est-à-dire que ça ne rentre pas. Mais parce que sinon, Comment il va faire? c'est ça, comment il va faire? Parce qu'en plus, ils y croient, mais sans y croire. Je fais, donc pourquoi tu penses qu'il va aller en enfer dans les limbes? Oui, mais non, c'est pas, je sais pas si ça existe. Enfin, tu sais, c'est vraiment mais parce que ça se fait. C'est vraiment l'argument à la fin. C'est, je pense, il y a ce qu'on appelle la grande génération, tu sais, la génération qui a vécu la guerre. C'est aussi beaucoup de gens qui ont accepté des choses parce qu'on leur a dit, c'est comme ça, quoi. Tu vois. Et ils ont pas vraiment questionné le baptême, je sais pas, les trucs, le couvert à droite, mais tu sais, les règles à table, machin, les coudes. Pourquoi on met pas ses coudes à Mais table? il y a des règles qui sont bien quand même. Bon, les coudes, j'ai jamais compris pour le coup. C'est Les coudes sur la table. pas c'est faire vrai de que bruit, c'est je abusé. comprends. pas faire. Ça, je comprends, c'est dégueulasse, mais les coudes, c'est. Les coudes sur la table, c'est abusé. si On je fais pourra pas parler ça, des coudes sur la table. C'est vrai que les coudes sur la on va table, débattre sur une heure. Non, mais franchement, c'est une convention sociale qui est abusée, les coudes sur la table. Je sais pas pourquoi on parlait de ça, du coup. On Attends. parlait de la religion à la base et que du coup. Ouais, bon, moi, c'était pas hardcore, quoi. C'était. Ok. Et puis après, en plus, après, j'ai compris quand j'ai commencé à découvrir ce qu'étaient les États-Unis, par exemple, où j'ai vu à quel point ils pouvaient être intégrés là-bas. On a des poches d'intégrisme en France, on a eu la Manif pour tous, on a eu Christine Boutin, on a eu tous ces gens-là. Je viens de quelque chose qui est pas loin de ça, mais qui est Putain, pas. elle a quasiment été populaire à un moment donné, je Ouais, crois. ouais. Moi, je C'est viens, ouf, je viens mon milieu social, c'est pas loin de ça, c'est pas exactement ça non plus. J'étais un peu à côté, j'étais un peu en marge. Mes parents m'ont toujours dit, c'est bon, on s'en bat les couilles un peu, tu vois. Donc c'était raisonnable. Mais j'ai quand même vu ce que c'était des gens qui, en fait, le problème que j'ai toujours eu avec la religion, c'est que c'est quand même souvent des trucs qui sont un peu censés prêcher l'amour et l'acceptation et qui sont prêchés par des gens qui sont vénères tout le temps. Tu vois, et que ça soit mes parents, ma famille, c'est que les gens vachement, tu sais, aigris, négatifs, lui c'est des merdes. Moi c'est marrant parce que moi tu vois dans ma famille justement il y en a qui sont très religieux, il y en a qui le sont pas du tout, mais justement les deux le font, enfin tu vois sans aigreur quoi. Disons que j'ai observé beaucoup à cette époque-là que c'était des gens qui, enfin tu sais, on prêche l'amour et le partage et on est tous égaux, puis c'est des gens, j'ai vu énormément de gens très racistes, très homophobes, et tu penses Jésus, il aurait pas dit ça. Hein. Tu vois, c'est de l'acceptation, mais les gens choisissent un peu ce qu'ils veulent. En fait, j'ai vu l'hypocrisie de si je fais tout ce qui est écrit dans le livre, là, je suis une bonne personne. Et après, je peux faire n'importe quoi à côté. Éventuellement, je fais 2-3 prières pour me laver. Éventuellement, je vais me confesser si c'est mon délire. Et après, je suis une bonne personne. Alors que tu trompes ta femme, tu tapes tes gosses, mais t'as fait ça. Et du coup, tous les trucs qui sont dans le livre, j'ai pas mangé de poisson samedi. Enfin, non, j'ai mangé du poisson le vendredi. Enfin, il y a tout un tas de règles. J'avais des potes, ils pouvaient pas toucher un interphone le samedi. Du coup, t'allais chez eux, mais ils pouvaient pas t'ouvrir. Je suis rentré chez moi. Je fais bon, est-ce qu'on va pas un peu loin des fois, tu vois? Moi, je sais que ma mère, quand elle a divorcé, mais en fait, en gros, elle avait pas divorcé officiellement, mais elle avait refait sa vie, mais les papiers étaient pas faits du divorce, et il y a toute une partie de sa famille qui a pas voulu lui parler, et c'est des gens qui avaient grandi avec elle, tu vois, parfois, et qui voulaient plus lui parler parce que elle était techniquement mariée, mais avec quelqu'un d'autre, donc dans le péché, donc on ne parle plus, et c'est les gars, on est des humains à la base. Et moi, cette hypocrisie-là que j'ai vue, ouais, ça m'a pas plu, quoi. Et quand après, tu sais, ça a été confirmé par tellement de choses. C'est souvent les gens les plus racistes de France, honnêtement, quand tu leur parles. Cette communauté-là, en tout cas, leur problème avec l'homosexualité est quand même très très étrange. Surtout que après, c'est des mecs qui vont défiler contre le mariage gay. C'est des gens qui ont rien de masculin en eux. Ils ont des polos roses, pas de barbe, des femmes vénères. Je fais, c'est quoi? Ils sont à côté de leur meilleur pote. C'est une catharsis ton truc, c'est quoi? C'est vrai que la manif pour tous, c'est un vrai délire. Qu'est-ce que ça peut te ces foutre? gens-là, les enfants, mais oui, mais les enfants.
Et mais les enfants, il y a encore des gens qui pensent que tu peux montrer des homosexuels et ça va te donner une idée. J'avais pas pensé à ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais C'est au pas fait, comme ça. on peut sucer des bites. Génial. Et c'est encore une croyance qui est très ancrée dans le monde, presque. Ça, Oui, dans le monde, c'est vrai. Je veux pas que mes enfants ils voient ça parce que C'est vrai, sinon. Tu sais, si ton gosse il est gay, s'il est pas, il est pas. Tu sais, toute ma vie on m'a dit que j'étais gay. C'est une question qu'on me pose depuis que j'ai 11 ans, 12 ans. T'es gay. Des fois c'est une question, des fois c'est une affirmation. Et c'est très régulier d'un point de vue quasi quotidien. Et ça a été à moi de me dire, non, parce que je suis pas attiré par les mecs en fait. Donc, c'est ça. je suis juste un mec qui est effectivement pas forcément le mec le plus viril du monde, quoi. Donc, voilà, mais est-ce que ouais, il y a encore beaucoup de malaise avec ça et j'ai l'impression que ça vient beaucoup de la religion, des croyances. Et quand tu vois à quel point dans des endroits qui se font défoncer par la nature ou la vie, ou à quel point ils croient en Jésus, en gros l'idée que ouais, il y a des pays donc, qui sont dans la misère et on va leur dire non mais il y a Jésus, il va revenir. Ouais. Et ça leur donne de l'espoir alors qu'ils ne devraient pas en avoir. Et ça crée aussi des hiérarchies, des systèmes, bien sûr. C'est un système qui- d'asservissement comme le nôtre. des revenus, donc ça crée un business, donc il y a des gens qui vont vouloir faire partie de ça pour avoir soit le pouvoir, soit l'argent. Ça crée exactement la même chose que la politique. En fait, On crée parfois. des trucs et là, tu vois, on a parlé du white guilt et on a parlé de la religion. Ça vient des 2 vidéos récemment. Enfin, il y a vraiment, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a plus trop de vidéos qui font consensus et que tout le monde a vu entre guillemets. Maintenant, tout le monde regarde ces petites vidéos qui passent sur son tu trouves Facebook. Et là, justement, ça dépend. Pourquoi ? Mais là, par exemple, tout le monde a vu la vidéo du prêtre qui met une gifle au gamin J'ai au pas vu baptême. Ah, tu l'as pas vu celle-ci ? Waouh, tu dois être un des derniers, mais tu vois, en fait, il y a un baptême et t'as un prêtre qui veut baptiser un gamin de 6 mois et le gamin pleure, et on est le prêtre, il pète un plomb, il lui met une énorme gifle dans la gueule, mais une énorme gifle et il y avait pas à côté qui disent quoi et il bouge pas. Alors c'est quoi la réaction des parents ? Il bouge pas. Et là, le prêtre, pour comment on appelle ça, calmer le gamin, mais attends, mais je vais te la montrer limite maintenant, on s'en fout, c'est pas très radiophonique, mais on coupera un petit peu si ça. De toute façon, tout le monde sait de quoi on parle a priori. Je pense que je suis le seul à plus l'avoir. Ouais, remarque. Parce que je sais de quoi tu parles, mais je l'ai non, pas. mais juste que tu j'ai vois pas là. cliqué dessus, Mais quoi. du coup, non, mais en fait, c'est limite un très bon truc de podcast. Ok, Ouais. on va le mettre. Ça va devenir un concept. Alors les amis, voici C'est-à-dire on va regarder la vidéo on va du faire prêtre qui découvrir gifle en l'enfant direct que je n'ai la jamais vidéo vu. du prêtre que Adrien Arnoux n'a jamais vu, et du coup, on va avoir ses réactions en direct. Quand les gens font ça en général, c'est Two Girls One Cup ou des trucs comme ça. Ouais. Genre, réaction du gars. Non, mais regarde, tu vas péter un plomb en vrai. Hein. Donc là, le mec machin Alors, sur le fond, tu vas péter un plomb. là il met le doigt. Déjà, tu vois que le mec est un peu liquide, quoi. Ah mais non, mais lui il Attends. vient d'une autre époque. Attends, regarde. Il vient d'un autre monde. Attends. Tu vois, ça fait pas baiser, mais tu vois déjà comment il tient sa tête. Attends, regarde, peut-être que tu l'as loupé. Non mais j'aimais déjà pas comment il tenait Regarde sa là. tête. Tu sais la vérité, T'as vu la gifle dans la gueule qu'il met c'est et que après, ce mec-là il a 102 ans ça c'est vrai. et qu'il a probablement été. Il y a Bill Burr qui a tout un truc là-dessus. C'est probablement comme ça qu'on traitait les enfants à l'époque où lui il était enfant ou Oui, c'est vrai. Où ils sont tout le monde, on m'a dit que j'étais un good et, boy. il a dû prendre pour lui et puis je la regarde, je vois là, en fait moi ce qui me gêne c'est comment il touche le visage, comment il le prend mal. Dès le début, Là, avant la gifle, la c'est déjà baffe, je awkward. sentais qu'il essayait d'en faire une petite et que il a mal maîtrisé son truc et globalement, non, les gens de cette génération-là, c'est que, tu sais, ma grand-mère, elle m'a raconté qu'une fois, quand elle était petite, elle a soufflé sur une soupe et son père, il a mis la tête dedans dans un restaurant. C'était ça les enfants à l'époque. On C'est s'en ouf. bat les couilles. C'est ouf. Mes autres grands-parents, ma grand-mère, mon autre grand-mère, elle me disait, on n'avait pas le droit de parler à table. Ouais. Ferme ta gueule. Oui, c'est vrai. Bah, ça, mais, ouais. Et c'était ça les enfants à l'époque. Et là, tu montres un gars qui vient de ce monde-là. Il doit avoir 90 ans, quelque chose entre 80 et 90. Mais tu vois, est-ce qu'on devrait pas en lui dire, bon bah toi t'es plus prête quoi. Enfin, bon, Tu t'es plus dans la société, t'as fini. Le monde dans lequel t'as vécu n'existe plus, tu comprends plus rien. non, mais tu peux pas non plus exclure une partie de la population comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, typiquement un truc con. J'ai parlé avec un pote récemment et il me dit, bah les vieux, les gens on va dire qui ont plus de 60, les retraités. C'est 50% de l'électorat, c'est 50% problème, du hein. pouvoir d'achat. Enfin, non mais tu vois. On n'en sait pas. Ok. Hein, Ouais, je suis très Des peu gens écouté qui par les votent. vieux, on peut y aller. Ah non, mais c'est des gens qui votent pour un pays qui finalement ils votent pour des changements qu'ils ne verront pas. Bah, ils veulent- Et je suis ouais. pas méchant, on va tous mourir. Ouais. Un jour je serai vieux aussi, je me moque pas de la vieillesse. Mais si t'as 90 ans et que tu votes pour ce que l'avenir de la société, ce sera pas le tien. Donc ça te regarde pas. Tu veux juste maintenir tes souvenirs d'enfance, c'est ce un que t'as truc de ouf, connu. hein, parce que ça c'est un pote qui m'a dit récemment par exemple que le vrai sujet c'était entre guillemets l'Europe et l'euro normalement pour les élections et ça n'a pas du tout été le cas parce que de toute façon comme 50% de l'électorat est
retraités et que si tu passes au franc, tu dévalues l'euro, ils ont des retraites encore plus nulles, bah, de toute façon, c'était un sujet qui était off-topic parce que de toute façon, tu n'aurais pas cet électorat si t'en parlais et du coup, bah, tu pouvais pas être élu, quoi, entre guillemets. Enfin, tu vois, genre vraiment, ça tient une société. Effectivement, ce vieux-là, le prêtre qui vient de gifler un gamin, vit dans un monde qui n'existe plus. Par quoi. exemple, la légalisation du cannabis en France ne peut pas exister tant qu'il y a cette génération-là, parce qu'ils comprendront jamais. Pour eux, c'est un truc de Kaira. C'est un truc soit de hippie des années 70, soit de Kaira. Pour eux, ce serait. Alors que bon, l'alcool, voilà, le vin, ça c'est. Je sais plus, je crois que c'était Shuriken de Hayam qui avait dit en France, la France, c'est une poivrocratie en fait. On peut pas parler de weed, mais tu peux dire t'es bourré, t'as bu du rhum, on s'en bat les couilles. La weed, même sur scène des fois, je pourrais dire j'étais ivre mort, ils en ont rien à foutre. J'ai fumé un joint, oh mon dieu. Tu vois des mecs, littéralement, je me suis fait gauler en train de fumer un joint dans la rue. Tu vois des gens dans la salle qui ont un verre de vin et qui font ouh, mais je vous foutez de ma gueule quoi. Ouais, c'est drôle. Voilà, et c'est vrai que la tradition française fait que en France on boit, on fume pas quoi. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que les générations avançant, le monde, peut-être qu'au bout d'un moment, on va se dire, on va pouvoir à un moment se détendre. Les États-Unis, c'est allé plus vite aussi grâce à ça. C'est qu'on n'avait pas ils n'avaient pas la culture du non, nous on consomme ça pour se défoncer. Et nous on a déjà l'alcool et c'est une grosse partie de la culture française, le vin et tout ça. Et je pense que le cannabis pourra jamais être légalisé tant que ça pourra être utilisé par argument par l'extrême droite, comme vous voyez cette bande de hippies, maintenant ils veulent légaliser. Ah bah tout fout le camp alors. Hein. Ah bah demain on baisse des animaux. Hein. Ah bah voilà. Hein. Tu vois, c'est souvent ça les arguments, même mariage gay. Ça, tout fout le. Parce que c'est des gens, c'est tout ce qu'ils ont connu n'est plus là. La maison qu'ils ont, c'est leur maison d'enfance qui s'envole quoi. Ils reconnaissent plus rien. Après il y a des mois, tu vois. Enfin c'est marrant parce que moi je m'en suis rendu compte tard ça parce que moi encore une fois mes grands-parents ça devait être des gens particulièrement. Non mais je crois que t'as eu énormément de chance. Non, en vrai. Tu viens d'un milieu et d'un truc qui a l'air assez positif et cool et chill. Ouais, enfin, moi, mes grands-parents, ils sont juste cool, quoi. Ouais. Genre. Enfin, là, par exemple, la dernière vidéo, et après, tu vois, ça pourrait être limite un des derniers trucs du podcast, mais l'autre vidéo qui a beaucoup tourné en ce moment, c'est le mec dans l'émission où il y a 4 mecs et le mec dit que. Enfin, le mec dit on est entre hommes et il y a un mec qui arrive et qui vous dit que je suis pas une femme. C'est ouf que cette vidéo déjà tourne autant. Et c'est ouf qu'on en arrive à ce débat-là qui est cartoonesque, entre guillemets. C'est un débat, on parlait du... le problème, c'est ça, c'est que, en fait, ce qu'il essaie de dire est pas inintéressant, mais comme il a une attitude comme ça, c'est vrai, c'est ça. Il va rejeter les gens qui étaient pas d'accord avec lui. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On pourrait avoir un débat sur ce qu'est un homme ou une femme, qu'est-ce qui est binaire ou pas. Mais si t'arrives et que tu fais ah non vous êtes tous des cons, moi qu'est-ce qui vous dit que voilà. Il faut ouvrir la porte au. Après il dit quand même qu'est-ce qui vous dit que je suis pas noir quoi donc à un moment donné. C'est quoi je suis à moitié libanais je sais pas quoi. Ouais c'est ça. C'est parce qu'il peut pas admettre que finalement t'es un homme blanc frère. Ouais mais après s'il est libanais. Non mais c'est devenu un mème quoi. C'est-à-dire que. Mais je pense que tu sais moi j'en parlais avec mon frère qui est totalement dans cette communauté et qui est la plupart de ses potes ils en parlent souvent quoi de ça. Et même lui il se sentait pas forcément bien représenté par quelqu'un qui vendait ces idées-là comme ça quoi. Oui bien sûr c'est ça. Mais c'est entièrement basé sur l'attitude de intolérance d'un gars qui vient pas du tout du même endroit que toi. Non mais toi, l'attitude et puis même l'explication, c'est-à-dire que moi typiquement effectivement le choix des mots et effectivement les mots à la base ostracisent. Les mots c'est la première façon d'ostraciser les gens, c'est-à-dire que... Ouais mais toi t'es racisé, t'es pas racisé, c'est déjà... Attends, parle, tu sais... C'est en plus un langage internet. Il y a des gens, je sais pas, il y a des gens qui vivent dans la campagne, les gens ils s'en branlent, les gens ils ont des tafs, ils sont, je sais pas, ils sont à l'usine. Tu peux pas leur dire ah non transgenre, transsexuel c'est pas la même chose, ils en ont rien à foutre. Ça veut pas dire qu'ils ont un problème avec ça, mais il faut leur en parler comme si, faut faire un pas vers eux je pense. Faut faire comme dans le stand-up d'ailleurs, faut être compris en étant naturel. Non pas que tu devrais dans le sens, t'as le droit de leur en vouloir. Tu sais. Si quelqu'un est homophobe, je lui en veux là-bas. Putain, mais non, pourquoi tu penses ça? Mais je sais que si vraiment je veux qu'il change d'avis, c'est pas en l'insultant que ça va marcher, quoi. Voilà. Le cheval de Troie. Ou en faisant ah ouais, attends, tu penses ça? Mais ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est vrai que tu sais, toujours ramener quelqu'un à sa condition de blanc privilégié alors qu'il galère dans sa life. Si tu vois pas l'image plus grande, ouais, ça peut être énervant et ça peut être clivant et il faut pas, ouais. Est-ce qu'on peut pas tous un peu se discuter quoi? Discuter. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours choisir un camp? Tu te souviens quand il y avait un bijoutier, il avait
il s'était fait cambrioler et le mec s'était barré et il avait tiré dans le dos au fusil. Et il y avait eu un débat national sur est-ce qu'il avait eu raison de le tuer ou pas, quoi. Et il fallait choisir son camp. C'était vraiment soit bah oui mais les voleurs ils sont pauvres, c'est pas de leur faute, soit alors bah attends, le mec il vole mon baïa, tu le défonces. Et il y avait vraiment aucune nuance possible, t'étais soit un hippie soit un facho, quoi. Et j'ai l'impression que c'est souvent ces deux options qu'on te propose, en fait. Soit tu joues dans le trio, soit t'es Hitler. Et franchement on discute pas, t'entends un mot, tu fais ah t'as dit ça, je vais te niquer. Une fois, Hitler ou trio, c'est le titre de l'épisode déjà, hein, je préfère prévenir les gens. Hitler ou trio, je pense que... Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, et le manque de nuances dans le débat, en général, créé à mon avis quand même par l'hyper-réaction d'Internet, fait qu'aujourd'hui, oui, ça va être dur, enfin, tu vas créer des mini-communautés un peu partout, quoi. Je pense que, des fois, je me demande si les gens, ils s'ennuient pas. En fait, je crois que les gens s'ennuient et ils ont besoin de s'énerver sur un truc, quoi. C'est vrai. Tu sais, la vie, ça peut être très ennuyeux, très plan-plan, quoi. Petit déj, boulot, collègue. Plan-plan, et surtout, moi je pense qu'à la fois c'est très ennuyeux, très plan-plan, et à la fois, parfois, surtout, c'est ce truc que Louis C.K. raconte chez Conan, il a éteint sa voiture, machin, il a le vide. La solitude, et ce truc de il y a rien, c'est rien, oulala, c'est rien, et ça fait très. Et ça, il y a des gens qui l'ont repoussé toute leur vie fort. Et il y en a qui l'ont fait avec plus ou moins de brio, il y en a qui se le prennent dans la gueule plus tard, mais ce côté de oh putain merde, rien n'a de sens. C'est aussi une envie, tu vois. Tu vois ce que ça existe, mais ça c'est ce qu'on appelle la vraie dépression, en vrai. Mais c'est. Non, mais sans parler de l'état dépressif. C'est aussi qu'on veut tous de nos jours se montrer comme des gens qui ont souffert, en fait. Ouais. Et moustique de merde. T'es attaqué par un moustique, ouais. Tu vois, c'est allé tellement loin que même les blancs ont inventé leur oppression, qui n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est vrai. Et moi, je te dis ça alors qu'on m'a déjà traité de sale blanc, oui, sale mais français. Ça n'existe pas, quoi. Mais toi, systémiquement, ça n'existe pas. Non. Mais on peut te l'inventer et on va te dire bah ouais, parce qu'un jour il y a une Kaira, elle m'a traité de sale français. Donc il y a un racisme anti-blanc. Non, parce que t'as rien ressenti. Le racisme, c'est quand à part de la peur, t'as rien ressenti. Bah c'est un con. Non, mais je parle en général à la personne qui dit ça. Enfin, je veux dire, le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est un rebeu, mais moi j'ai mon beau-père est rebeu, donc oui, puis t'as pas tout le temps. Enfin, je veux dire, ça touche pas tes sentiments quand on dit sale français ou espèce de blanc. Et donc t'as pas le droit de dire que c'est du racisme. J'arrive presque à me dire, je comprends pourquoi il est vénère s'il galère et qu'il voit des gens qui ont ma tête qui galèrent moins. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont se faire traiter de sale français ou de sale blanc et ils vont dire ah donc il y a du racisme anti-blanc. C'est pas là, non, c'est pas ça. Il y a des cons, il y a des gens vénères, il y a des gens qui dirigent mal leur haine sur toi. C'est vrai que je mérite pas de prendre pour tous les blancs, mais c'est pas un racisme anti-blanc. C'est quelqu'un de très très nuancé finalement. Tu acceptes de parler avec les fascistes, mais en même temps t'es parce que sinon c'est la guerre, frère. Ouais, non, la nuance. Non, mais c'est des mots qu'on n'entend pas souvent, les mots nuancés. Ça fait du bien de temps en temps. Tu les vois le débat quand il part en couille, quand les gens ils commencent à lever les sourcils très haut comme ça, tu fais ah ça y est c'est fini. Tu regardes avec les yeux, tu vois il y a toute leur enfance derrière l'œil. Ouais. Et ça c'est pas comme ça qu'on avance. Ça ne fait qu'empirer les choses. Bon bah écoute, très bien, on a beaucoup parlé de Wild Guild peut-être ou de choses comme ça, mais non mais tout était, moi j'ai kiffé. C'est très intéressant en tout cas. Est-ce que tu peux, comment tu finirais ce podcast, Adrien? C'est ton podcast, toi qui te défends. Ah bâtard. Il y a pas de fin à un podcast, tu peux dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire on a fini, au revoir. Ouais, on pourrait faire ça. Tu peux aussi créer un gimmick que tu forces tous les gens à dire à la fin. Non, c'est toi qui décides. Écoute, là, on regarde le compteur à minutes, on est à 1h23. Si ça fait pas la même chose sur votre lecteur voilà, c'est trucs, ça. C'est qu'Adrien dit des conneries. On est jeudi, on est en 2016, normal, tu vois. 1h23, effectivement, on peut dire qu'on arrête à 1h25 quoi qu'il arrive. Et du coup, si ça correspond pas à ce que vous dites, c'est qu'effectivement ça a été trop offensant. Non, mais la question, c'est une vraie question, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut un mot de la fin? Non, justement, c'est pour ça que la fin. C'est pour. Waouh. Il nous reste 1 minute et 20 secondes. Non, on refait un podcast. 1 minute et 10 secondes. Et justement, là, le principe, c'est qu'on puisse. Là, on a un micro, quoi qu'il arrive, encore pendant 1 minute et 8 secondes. Donc, je sais pas, voilà, c'est comme ça, on a le micro. Et... attends, tu sais quoi, on va faire un truc simple. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues demain, Louis Dubourg? Non, demain il y a la demi-finale France-Belgique, gros. Justement, voilà. Demi-finale France-Belgique, voilà, ça sort samedi. C'est que moi je suis censé jouer. Hein. À 22h30, ça va être injouable. Si on gagne, comme si on perd. Jouable. Mais mec, t'auras que des gens déprimés. C'est plus simple. Le pire, c'est à 20h, il y a déjà des réservations apparemment, et les gens qui viennent à 20h, que t'aimes ou que t'aimes pas le foot, et ça je le soutiens, c'est que t'es une mauvaise personne. Parce que
se booker exprès un truc. Celle-là, c'est vraiment en mode un Mais non, statement. à moins qu'il le dise sur les réseaux sociaux, auquel cas oui, mais si ce n'est pas le cas, ils se mettent à l'abri, je pense. Ouais, non ok, il y a un côté anti-atomique. S'ils le font, s'ils disent ouais, moi, je vais dans une cave pendant la demi-finale, là, ils se la racontent un peu, genre je suis meilleur que vous et le foot, c'est pour les Moi, je teubés. t'avoue que j'ai été peut-être un petit peu trop, effectivement, caricatural, mais j'imaginais sur le banc demain à 20h que des gens qui vont fermer Télérama pour pouvoir écouter Est-ce que je te l'ai déjà dit? Le soir de la finale France 98, le truc qui a défini ta vie, C'est vrai. j'ai regardé Capital, frère. Putain, et je crois que le podcast s'arrête sur le mot capital. Finalement, est-ce que c'est pas le mot le plus important de notre époque? Waouh. Ouais. Putain, Ça y est, on a bouclé la boucle. Putain, c'est cool. Bah merci. Est-ce que je dois préciser avant que si à un moment vous avez écouté, vous êtes dit ah, il a l'air un peu teubé quand il dit, ou cette phrase est un peu stupide. J'étais pas le mec le plus sobre Bon, du monde. écoute, il est 1h Quelques bières. Et tu t'es senti con parfois? Bah c'est une constante dans mes conversations. Ah ok, parce qu'il est 2h15 du matin, donc effectivement on a enregistré tard, mais et c'est juste une conversation de nuit, mais si j'avais senti que, enfin j'aurais peut-être senti. Non, c'est quoi en fait, c'était vraiment une conversation cool, et c'est vrai que quand je suis excité des fois je dis de la merde ou je dis des mots dans le mauvais ordre et tout. Oui. Tu sais, je me souviens, le premier podcast qu'on a fait, à un moment je dis ah, là ils vont suivre comme des petits pains. Tu sais, genre j'invente des expressions que je dis jamais, hein, c'est pas un truc qui est dans mon vocabulaire, mais des fois je dis de la merde, et j'espère que ça n'a pas été trop le cas ce soir. Mais voilà. bien sûr c'est ça que mon mot de la fin. non, J'espère que vous m'avez putain. trouvé sympa. Mais évidemment que t'es sympa, Adrien. Allez suivre Adrien sur tous les réseaux sociaux, putain, c'est le meilleur. Longue vie à Louis Dubourg. Je crois qu'après avoir vu ça,